Ouais, alors plus de 1 000 € par an, je dois être à 12 ou 13 sources de revenus, un truc comme ça. C'est bien, hein? Donc ouais, c'est vraiment très, très cool et alors justement, j'en avais parlé avec un entrepreneur sur Paris là, je sais plus son prénom, mais le fait que enfin, en gros, moi, je pense avoir, trouvé une corrélation entre son nombre de sources de revenus et ses revenus. En fait, j'ai l'impression que moi Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview pour créer l'impossible dans votre vie. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Axel qui a 22 ans, a créé une vie incroyable et un business incroyable. Vous allez le voir, on a la chance en direct durant cette interview de faire et de découvrir son meilleur mois, plus de 10 000 € de revenus en un mois. Et il va nous expliquer qu'est-ce qu'il a mis en place depuis toutes ces années pour créer un revenu en parallèle de l'école, en parallèle de son travail, et qu'est-ce qui lui a permis de créer un business rentable, pérenne, qu'il va développer avec les années. On découvrira également investissement en bourse, investissement immobilier, et vous allez découvrir le parcours de ce jeune qui crée l'impossible dans sa vie. Je vous laisse voir tout ça, bonne interview. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Axel. Salut à toi Axel, comment tu vas? salut Enzo, ça va très, très bien. Merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Eh bien écoute, avec grand plaisir. On sera également en podcast partout sur toutes les plateformes. Donc les amis, comme d'habitude, le like, l'abonnement, le 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour toujours avoir l'opportunité d'avoir des gens de plus en plus géniaux avec nous sur ce plateau. 22 ans, propriétaire immobilier, étudiant, salarié, entrepreneur, investisseur en crypto et sur les marchés financiers. Est-ce que tu es également champion d'échecs et aussi acrobate, Axel, à tes heures perdues? Non, malheureusement, je l'ai pas encore, mais ça fait déjà pas mal de mots, hein. Déjà, c'est long à se décrire, tu vois? Il faut 1 minute pour se décrire, c'est un petit peu long. C'est clair, Non, faire ouais, en ton fait, je fais CV, un ça petit devient compliqué là. c'est ça, ouais. Bon, en fait, j'aime bien faire un petit peu tout et puis, en fait, bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est, dans le, comment dire? Dans le multi-activité que je m'épanouis et en fait, c'est dans le fait de switcher d'une activité à une autre, de toujours trouver de la nouveauté, qui fait que, bah, que tu as toujours de nouvelles choses à apprendre et tout ça et en fait, quand tu vas dans un nouveau monde, bah, tu as toujours, comment dire? Cet effet d'être débutant zéro et de passer au palier 1, 2, 3, 4 qui est hyper, comment dire? Hyper, Excitant? excitant. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est, tu sens que mentalement tu passes à un level, tu vois? Quand tu arrives moi, l'univers bourse, par exemple, il y a encore 1 an et demi, je ne comprenais rien. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la bourse, c'était pour de vrai vraiment, réservé à l'élite, Mmh. aux gens qui ont des millions à investir et cetera et en fait, il faut juste ouvrir un premier compte chez un courtier, acheter Acheter ses, une première action. voilà, 100 € d'actions, voilà et ensuite tu fais 200, 300, 400, 1000, 2000 et puis ensuite, bah, tu commences à investir et tout et donc, tu commences à apprendre les termes, à apprendre plein de trucs et donc, bah, ça devient hyper intéressant et donc, au fur et à mesure, après quand on est un peu dans ce monde entrepreneurial, c'est naturellement qu'on va glisser vers, l'immobilier, l'investissement, et tous ces trucs-là et moi je pense que je pense que c'est ça surtout que j'ai eu la chance de m'y être intéressé, d'être ouvert à ces opportunités-là assez tôt et donc c'est ce qui fait que maintenant, bah, même, avec mon jeune âge et ben je peux faire enfin, je fais un peu tout ça, quoi. Après je suis pas non plus expert. Effectivement, effectivement. Alors que vous soyez jeune aujourd'hui, que vous soyez étudiant, que vous soyez jeune, que vous ayez envie d'entreprendre ou que vous soyez vieux et que vous avez besoin d'un énorme coup de pied au cul, donné dans l'insouciance et dans la beauté de la jeunesse, je pense que cette interview, elle est importante que vous la regardiez jusqu'au bout parce que vous allez prendre de sacrées claques à mon avis et de mindset et de passage à l'action. J'ai oublié tout Mmh. à l'heure de dire que tu es également youtubeur et que tu as une communauté de plus de 35 000 personnes qui te suivent sur les réseaux. Avant d'être une rockstar comme ça, Axel, c'était quoi tes rêves de gosse? Alors, alors moi j'ai eu plusieurs rêves, plusieurs phases. Au début, je voulais devenir cuisinier, puis ensuite, j'ai vite OK. compris que c'était trop de pression et trop de travail et en fait, on n'a pas vraiment de liberté, quoi, en fait et puis, quand on commence un petit peu enfin moi j'étais très connecté donc sur YouTube et tout ça et quand, vient le moment du lycée, on te demande: «Bah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et qu'est-ce que tu
bah, quelles sont tes aspirations, quoi? Bah, c'est là où j'ai commencé un peu à découvrir, YouTube. J'ai commencé par, pas mal de vidéos divertissement et cetera et puis je suis tombé, donc ça remonte à un sacré moment, mais quand même, sur les premières vidéos d'Antoine BM. Donc je suivais à tout moment quand il avait peut-être ses premiers 1000 abonnés et bah, du coup, ça a été une grosse claque parce que c'était, enfin, en fait, chaque vidéo était hyper rafraîchissante, hyper, jeune et cetera. J'aimais vraiment ce mood et en fait, je savais pas trop comment le décrire et bah, en fait, naturellement, c'était l'entrepreneuriat, c'était, le fait de se lancer à son compte, de définir ses propres règles, hem et au final, du coup, bah, c'est quelque chose qui m'a pas mal plu. Donc je sais que j'ai toujours su que j'avais envie de faire des trucs, moi-même tout seul, mais je suis quelqu'un d'assez rationnel et j'ai envie de tester plein de trucs. En fait, moi, je pense que, on peut pas savoir qu'on n'a pas aimé sans essayer et Mmh. donc par exemple, je peux pas dire que j'aime pas le salariat si j'ai pas testé le salariat. Donc en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai continué mes études, même, en allant presque au salariat et c'est peut-être même, ce qui va se passer d'ici 1 ou 2 ans. Je vais peut-être prendre un CDI et tout ça, pour différentes raisons. On va sûrement en parler, mais il y a l'immobilier Mmh. qui est aussi une raison, mais aussi le fait d'avoir un cadre de vie. En fait, le salariat va apporter aussi beaucoup d'avantages qu'on n'a pas en étant indépendant. Indépendant, on va avoir plein d'inconvénients, mais on va aussi avoir beaucoup d'avantages et en fait, en testant les 2, et ben, je me suis rendu compte que, bah, à la limite, le mieux, c'est peut-être, d'avoir les 2 et D'avoir donc les du 2, coup, c'est ouais. intéressant ça comme point de vue, ouais. Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'imp alors moi, c'est vrai que les entrepreneurs que je connais, ils sont soit l'un, soit l'autre. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, c'est soit ils sont plutôt pro IMO et du coup, c'est pro CDI, avoir, un gros poste, un gros salaire et tout ça pour investir en immobilier ou soit ça peut être, bah, des mecs qui veulent vraiment pas du tout entendre parler du salariat. J'ai d'ailleurs mon meilleur pote, Brian, qui a lancé une chaîne YouTube sur du JavaScript, donc en gros, c'est un langage informatique et Mmh. lui, ça fait, 2-3 ans et en fait, il était dans mon école. Il a quitté l'école, donc au bout d'1 an, 1 an et demi et il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il s'est dit: «Je veux jamais rentrer dans le salariat», mais il a jamais testé et je pense que lui, il savait vraiment qu'il ne voulait pas le faire. Moi, j'avais besoin de tester et de toute façon, enfin, je pense que beaucoup d'entrepreneurs vont se reconnaître quand je vais dire ça, mais en fait, quand on est entrepreneur, on est vraiment très seul et c'est un sentiment qui est vraiment pas agréable. Donc soit on trouve des meilleurs potes qui sont entrepreneurs avec nous et là, c'est incroyable, c'est le feu, on travaille ensemble et tout. Moi, malheureusement, mon pote est parti à l'étranger, donc on n'a pas pu travailler trop ensemble. Mais du coup, on est vachement seul et donc par exemple faire ces journées où le matin tu te réveilles à l'heure que tu veux, en fait, tu as la liberté, mais tu dois aussi t'imposer tes propres règles et quand tu arrives pas à t'écouter toi-même, bah, c'est hyper dur et donc je C'est trouve la que le fougue de salariat la jeunesse ça. Tu penses que tu c'est n'es ça. pas encore capable de te discipliner et d'avoir la rigueur nécessaire pour être épanoui en étant seul? Ah, je pense pas parce que, c'est en fait, le problème, c'est qu'on est distrait dans tous les sens. Genre, Mmh. un cas concret, tu vois? Mais j'avais installé TikTok il y a quelques mois, mais c'est tellement bien fait que vraiment, je déteste les développeurs qui ont fait ça. Parce que c'est vraiment un enfer ce truc. Tu as envie de passer, 1 heure par jour, 2 heures par jour sur cette appli et tu te sens bien quand tu passes, mais une fois que tu as fini, tu regardes ton temps d'écran sur, iPhone, tu te dis: «Putain, j'ai passé», Et tu vomis. et Et tu tu vomis, vomis voilà, parce tu es que toute ta dégoûté, tu to-do te list, elle dégoûtes a pas toi-même. bougé. Voilà, ça, exactement, tu te dégoûtes toi-même et mince, je sais plus où je voulais en venir, ouais, le Raconte-nous fait un que donc petit peu raconte-nous un petit peu le foyer dans lequel tu as grandi. mmh, Papa, maman, c'est quoi le niveau de revenu dans lequel on grandit? Quelles sont les croyances? Est-ce que c'est important que tu finisses tes études, que tu aies un bon diplôme? Est-ce qu'on te donne un avenir tout tracé? Est-ce qu'on te supporte? Est-ce qu'on te soutient? Est-ce qu'on t'oblige mmh, à avoir une vision? Partage-nous un peu. ouais, alors niveau foyer donc une famille, bah, je dirais, classique, bah, alors j'ai été élevé avec, de l'amour, des parents qui sont, très aimants, tout ça, donc j'ai vécu aussi avec une grande sœur. Et donc dans une ville, pas forcément une grande ville, donc c'était Angoulême, c'est pas, voilà, une très, très, enfin une ville incroyable, mais qui reste toutefois sympa, donc avec, un parcours classique, plutôt orienté, S, donc plutôt maths, physique et cetera. Et puis j'étais assez scolaire aussi, donc c'est quelque chose qui était assez, logique et c'est vrai que les parents poussent un peu à: «Bon, bah, il faut que tu fasses de grandes études et cetera». Ils ont fait des Donc études eux-mêmes, tes parents? Ils font quoi dans la vie? ouais, c'est ça. Ma mère est banquière et mon père, il est, agent EDF. Donc, OK. ils ont fait, bac, Donc c'est bac SP+, plus un peu quoi. de tout et Niveau de tout. revenu, c'est SP+ à la maison, on est Ouais, alors bien. je me rends pas trop compte, ça doit faire, peut-être 2 000 à 3 000 € par mois, chacun, enfin, ouais, à peu près 2 000 € je pense chacun par mois et bon, c'est très correct. Du coup, on est vraiment modeste plus, c'est-à-dire qu'on a une belle maison, enfin, on a une piscine et tout. Enfin, c'est quand même un luxe, quoi. C'est vraiment un luxe quand même, faut le reconnaître et donc bref, très Et bon toi, foyer c'est quand quoi même. toi ta relation à l'argent en grandissant du coup? Est-ce que tu te rends compte que justement
tu aisé, tout va bien et tu aucune carence et l'argent n'est jamais vraiment un souci? Quelle est la relation à l'argent avec laquelle tu vas grandir? Ouais, en fait, avant que je commence mes trucs d'entrepreneur et tout, ma relation à l'argent était, je pense plus émotionnelle, c'est-à-dire que j'étais plus rattaché à l'argent. Par exemple, je sais pas, je vais, je vais me faire arnaquer de, 10 € par exemple, je vais dire: «Putain, ça me fait trop chier» et tout ça machin, mais je comment dire? Alors que maintenant, j'ai une vision qui est vraiment différente de l'argent, j'ai vachement travaillé dessus et maintenant c'est vraiment, comment dire? Moi, je l'ai vraiment gamifié quoi, l'argent. Alors qu'avant, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important, ouais, presque sentimental, alors que maintenant c'est plus gamifié, c'est plus en mode, bon, ben j'ai, 5, 10, 15 € de ressources ou, en milliers, voilà, ça dépend, son échelle, mais pour moi, c'est plus une ressource une, que quelque chose en soi et donc si je me fais arnaquer par exemple de 100 €, bah, au lieu de me dire, «Putain, je suis vraiment une merde, je me suis fait arnaquer de tout 100 €», donc je vais un petit peu me le dire, mais je vais surtout me dire: «Bon, bah, c'est une leçon à 100 €, c'est-à-dire que j'ai compris que je ne ferai plus cette même erreur parce que, j'ai perdu, 100 points, on va dire, de ça, quoi» et OK, donc donc voilà. Je toi, passe du coup, il y a pas eu une motivation particulière? Qu'est-ce qui t'a motivé, on va dire d'un point de vue éducation, d'un point de vue, mmh. l foyer à, bah, créer tes propres sources de revenus, à aller chercher, de l'argent à droite à gauche? Qu'est-ce qui t'a motivé? Ouais, en fait, initialement, moi, c'était pas trop l'argent en soi. Je pense que alors s'il y avait un petit déclic, bon, en fait, l'argent, c'est toujours très, très cool, on va pas se le gâcher et il y avait un mec, dans ma classe, de lycée et ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait créé un site, de serveur Minecraft. Donc en fait, il avait fait une Ouais, liste de serveurs et ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait payer l'emplacement en haut du site, qui faisait, je sais plus, quelques euros, par jour et tout et ça lui faisait 300 € par mois et quand il m'a dit, putain, c'est en fait, c'est vraiment le concept de passif. C'est-à-dire, il a fait le travail, au début et maintenant il fait juste qu'entretenir, accepter les demandes, et tout, mais ça lui prend pas de temps de maintenance et tout ça mmh, et donc je trouvais ça hyper cool. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à apprendre le développement informatique parce que je m'étais dit: «Ah, il y a peut-être un petit filon sympa». mmh. Donc j'ai appris ça au début pour l'argent, puis ensuite j'ai vraiment, comment dire? Fondamentalement aimé, le fait de coder, comment dire? Des sites web et tout ça. Donc j'ai vraiment bien apprécié ça et en fait, donc j'avais pas spécialement d'objectif, financier, de me dire: «Ouais, j'ai envie de faire la rat race et tout ça», parce que pour moi à 18 ans, il y avait 0 rat race. Tu la connaissais pas encore la rat race, ouais. Exactement, j'avais aucun niveau de connaissance, de conscience sur ce truc-là Mmh. et donc arrivé au moment où fin lycée où tu te dis: «Bah, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie?» et donc les parents qui te poussent plutôt, prépa, maths, physique, et cetera et en fait, tu te rends compte que les discours des étudiants, c'est, «On doit travailler de 8 heures à 20 heures, ensuite, tu pas le temps de faire du sport. 21 heures, tu dois faire tes devoirs pour le lendemain et le samedi, tu as des heures de colle, tu dois rebosser». Enfin bref, en fait, tu ta semaine, c'est vraiment l'école, l'école, l'école et autant c'est pas quelque chose qui me dérange vu que moi j'étais assez scolaire, mais il donnait aucune impression d'être heureux, quoi et donc franchement faire des trucs, longtemps, sans être heureux, bah, ça donnait pas du tout envie. Donc j'ai pas fait une mini dépression, mais j'étais vraiment pas bien. C'est-à-dire que tu te dis: «Putain, le meilleur choix, La prise de logique». conscience le plan que vous me vendez, que tout le monde me vend, c'est de la merde, quoi. C'est ça, ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui me correspondait pas et ce qui en fait, c'est très, très dur parce que tu te dis: «Le plan logique», donc logique, c'est ce qu'on t'impose, faut pas non plus abuser, mais ce qu'on te préconise, c'est, la prépa et cetera et tu te dis: «Putain, les gens sont pas heureux, est-ce que j'ai un problème?» ou voilà et en plus, à ce moment-là, donc j'avais mon pote, donc Brian, qui lui, s'était dit: «Ouais, je veux aller sur Bordeaux, je veux faire une école d'informatique» et donc c'est un peu ça qui m'attirait. Je me suis dit: «Vas-y, je vais essayer, école privée, et du coup informatique» et l'avantage, c'est que cette école faisait des demi-journées à l'époque, donc en gros, on travaillait le matin et l'après-midi était libre et ça, c'est assez, comment dire? Assez rare comme école et donc c'est un format qui est vraiment incroyable. Vraiment, je souhaite à tout le monde d'avoir un format mi-temps. Enfin, c'est Mmh. trop, trop cool et donc du coup, bah, on a fait ça pendant 2 ans et en gros, pendant 2 ans et ben, on faisait un petit peu d'informatique le matin ou l'après-midi et le reste du temps, bah, c'était soit j'allais au sport, je sortais un petit peu et donc là, j'ai commencé un petit peu à travailler et donc en fait, pendant mes études, j'ai commencé à lancer une chaîne YouTube. Donc je faisais des vidéos sur, Photoshop, Adobe XD, un peu de design, tout ça. Donc j'ai un peu développé, ce truc-là et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit: «Bon, bah, maintenant, c'est cool, j'ai fait des vidéos, j'en ai fait pas mal. Maintenant, j'ai un petit peu envie de le monétiser» parce que justement, c'est là où je suis rentré dans le mood un petit peu Antoine BM, vente de formation, tout ça. Entrepreneurial, ouais, découvrir un peu: «OK, maintenant comment est-ce que je gagne un peu d'argent avec tout ça, quoi?» Ouais, c'est ça. Maintenant, il faut monétiser, ce canal et donc la rev les revenus publicitaires YouTube à l'époque, c'était, enfin, ça me faisait peut-être, 10-15 € par mois donc
Bon voilà, je m'achetais un kebab sauce blanche, extra de luxe, mais c'est tout ce que je pouvais Mais c'est avoir. tout, ouais. Mmh. Voilà et donc la solution, c'était la vente de formation et donc je me suis dit: «Bon, je vais commencer à vendre des formations avec mon propre marketing». Donc je l'ai fait en vendant sur, Sales. C'était une plateforme qui marchait très bien à l'époque, maintenant qui est beaucoup moins moins connue, c'est-à-dire que c'est moins populaire, Mmh. mais qui marche toujours autant et en fait, donc je sais plus, j'avais lancé, À 2-3 quel âge formations à ce dessus. moment-là? Je crois que j'avais 18 ans, 18, ouais, ouais, 17. tu étais majeur en école supérieure. On va C'est ça, ouais, revenir si c'était tu veux première année. dans un instant sur tes débuts du coup et tes premières ventes. Avant ça, j'aimerais te poser une question. Moi j'ai une théorie, où, les gens qui font des choses, les gens qui créent des choses, qui créent entre guillemets «de grandes choses», qui ont des résultats en tout cas, complètement différents de la moyenne, en général, ils sont motivés par tu sais, il y a une vraie énergie, il y a un vrai Mmh. drive, tu vois? Et c'est pas toujours facile de comprendre justement quel est le drive et j'ai l'impression que c'est des gens qui ont des frustrations très importantes, tu vois? Des douleurs importantes qu'ils portent, ce qui leur donne Mmh. la force de créer des choses, vraiment hors du commun. C'est quoi ta frustration à toi? C'est quoi la douleur que tu portes? C'est une excellente question que je sais pas si je pourrais, développer de manière très profonde parce que je suis même pas sûr d'avoir la réponse. Mmh. J'ai pas spécialement de frustration particulière. En fait, je trouve que c'est un métier qui est cool parce qu'en fait, on fait tous les jours des trucs différents et moi, genre, un truc qui me rendrait dingue, ce serait de faire, 15 ans le même métier, quoi. 15 ans, tu vises des boulons, à la chaîne industrielle et tout, enfin, c'est quelque chose qui serait, Ouais, effectivement, dans une interview, tu dis que, «J'avais peur d'avoir une carrière longue et chiante et donc du coup, je décide de pas avoir de carrière du tout, quoi, ou de mmh. créer en tout cas ma propre carrière». C'est Bah, ça c'est finalement? exactement C'est ça. Ouais. c'est plus une motivation, positive et la peur de te faire chier, la peur de rater ta vie peut-être? Ouais. Ouais, rater ma vie, je sais pas si c'est le terme, Dans le ce sens serait ne pas t'épanouir au quotidien, dans le sens ne pas faire quelque chose qui te plaise? ouais, c'est ça. En fait, je sais que, probablement, je peux m'épanouir en faisant quelque chose de répétitif, quelque chose qui me plaît fondamentalement. Par exemple, là, ça fait, plusieurs années que maintenant j'ai trouvé mon rythme, par exemple, au niveau du sport. Je fais du crossfit et c'est un sport vraiment je l'ai trouvé, je suis très content parce que c'est un truc qui me fait vraiment très plaisir et je prends vraiment du plaisir à avoir une routine sur ça et Mmh. je pourrais travailler en étant, je pense, gérant d'une salle ou un truc comme ça et il y aurait aucun problème d'avoir toujours mes journées qui se ressemblent parce que c'est un truc que je kiffe. C'est communautaire et cetera, c'est vraiment top. Mais un métier où tu as pas de, comment dire? De gratification, où tu te sens pas utile et cetera et que tu fais toujours les mêmes trucs, bah, c'est là, tu te fais vraiment chier, quoi et l'avantage, c'est qu'en étant entrepreneur, bah, déjà, tu peux avoir, si tu as envie, des journées répétitives avec, un métier qui te plaît, mais si un jour, du jour au lendemain, tu as envie de changer, tu as envie d'ajouter une nouvelle activité ou de la remplacer ou de faire un peu ce que tu veux, tu es totalement libre et ça, c'est vrai que c'est très, très cool. Après, c'est aussi compliqué, faut pas s'enfermer dans ses propres, Oui, dans notre faut propre pas créer son boucle dorée, propre quoi. job à travers le business, quoi. Ouais, c'est ça qui est compliqué, hein. Je l'ai un peu ressenti des fois, enfin, moi je suis du genre, très optimiste, à toujours vouloir dire oui, en fait, moi j'ai peur de rater des opportunités, tu vois? Je me dis: «Putain, quelqu'un Tu es m'invite dans là, le m'invite là, FOMO, m'invite là». OK. Ouais, exactement, c'est totalement ça et quelqu'un m'invite, je sais pas, sur Paris, un événement et tout, j'ai trop envie de participer, j'ai trop envie de le faire et en fait, le seul moment où je dis non, c'est quand les 2 événements se font en même temps, je peux pas le faire. Mais sinon, je veux toujours dire oui et le truc, c'est que, par exemple, c'est un peu des fois à son détriment. Par exemple, on va te proposer de faire, je sais pas, des cours en ligne, à 10 € de l'heure, tous les soirs. Tu dis: «Ouais, c'est cool, je vais pouvoir voir des gens, je vais pouvoir aider des étudiants, tout ça». Mais c'est du temps que tu pourrais pas faire, par exemple, à faire des vidéos YouTube, à, créer un podcast, un machin et du coup, tu as moins d'effet de levier après derrière et donc maintenant avec, maintenant ça fait 6 mois, 1 an, à peu près 1 an et demi que je commence à me dire: «Bon, ben maintenant, je regarde, est-ce qu'avec Qu'est-ce qui est l'effet de le plus levier» pertinent, quoi? c'est ça, en termes d'effet de levier, ce que je peux faire. Donc c'est pas uniquement que financièrement, c'est aussi avec un effet de levier. Si je dois choisir entre, passer, 1/2 heure avec quelqu'un, rémunéré à un certain truc ou faire un événement où je peux, par exemple, parler à 15 personnes et bah, je vais plutôt choisir parler à 15 personnes parce que j'ai un effet de levier où je vais pouvoir apporter plus de valeur aux gens, par exemple, sur ce cas-là. Et oui, tu commences à Voilà. comprendre l'importance de ton temps, quoi. Exactement, c'est ça. Après, c'est pas Et spécialement que justement, en financier, hein. plus, effectivement, ton temps est déjà bien divisé parce que et on le rappelle, tu es salarié, du coup, en contrat, d'alternance, c'est ça? En tant C'est que ça. développeur?
Ouais, c'est ça, dans une, petite boîte sur Bordeaux et donc en fait, j'ai un format qui est, de demi-semaine. Donc je fais début de semaine, école et fin de semaine entreprise et du coup, bah, c'est un contrat de 8h-18h, tous les jours, ouais. Ouais et donc l'école aussi, j'imagine, ça doit bien être prenant du coup? Finalisation de l'école d'ingénieur cette année? Le diplôme? Ouais. C'est ça. Alors j'ai enfin «la chance» entre guillemets, avec de grands, comment dire? De grands guillemets, que, cette école-là nous demande pas de faire de devoirs à la maison et cetera. En fait, ils ont compris que quand tu es en fin d'études, en M1, M2, en fait, ça sert à rien de donner des devoirs. Les gens sont étudiants, ils ont 23 ans, ils en ont rien à faire et tout ce qu'ils veulent, c'est sortir, commencer à travailler et cetera. Et donc, c'est vrai que c'est pas trop prenant en dehors des heures, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, grosso modo, c'est qu'on va avoir nos heures qui vont être bloquées de 8 ou 9h à 18h le soir et ça, c'est inchangeable, quoi. C'est ça qui est un petit peu relou. Et donc c'est compliqué aussi de concilier avec, comment dire? L'entreprise parce que maintenant, bah, quand on commence un petit peu à être un peu plus concret dans le travail, donc en étant indépendant, en faisant que des vidéos sur YouTube, bon, bah, on peut gérer ça le soir et le week-end. Mais c'est là où ça devient compliqué, c'est quand tu vas travailler avec des partenaires, avec des boîtes, avec Mmh. des gens et ben, en fait, les gens ils sont pas dispo le samedi, le dimanche ou le soir à 21h. Tu as besoin de les Mmh. appeler en journée ou tu as besoin peut-être de faire des rendez-vous et cetera et donc c'est là où ça devient un petit peu compliqué. Donc Ouais et tu réussis du coup en parallèle de tout ça à investir dans l'immobilier, à investir sur les marchés financiers, à investir en crypto-monnaie, lancer une chaîne YouTube et faire du contenu toutes les semaines avec une communauté, qui demande et à développer aussi des projets presta, où du coup tu es prestataire mmh, en parallèle de tout ça. Donc on va revenir, hein, bien évidemment sur la gestion d'un calendrier parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes mais du coup partage-nous un peu, tes débuts en tant qu'entrepreneur. Comment est-ce que mmh. tu te lances? C'est quoi le premier business et quelle est ta première vente? Mmh. Alors moi, ça s'est construit vraiment bloc par bloc, et c'est ça que j'aime bien, comment dire? Expliquer comme schéma. C'est-à-dire qu'en fait, au tout début, j'avais vraiment rien. Donc j'avais pas de revenus, rien. J'avais juste ma chaîne YouTube et donc je me suis dit: «Bon, ben je vais faire un peu effet de levier Et sur cette donc ta chaîne». chaîne YouTube que tu lances en tant que gamin passionné, tu fais des vidéos de C'est ça. gaming. Voilà, gaming et puis j'ai un petit peu, comme je faisais un peu d'informatique, je me suis dit: «Bah, je vais faire un peu de design en autodidacte». Donc j'ai fait quelques vidéos sur, bah, comment créer des effets sur Ça, c'est vers Photoshop. 16-17 ans. C'est ça, voilà. Voilà. Donc là, des vidéos de design, j'essaie de faire des tutoriels en fait qui expliquent aux gens, comment faire ci, ça et tout Et que et toi donc tu je vois que apprends par, plaisir, par exactement, passion, j'apprends par plaisir et j'apprends en fait, je me rends compte que, quand j'enseigne, c'est là où j'apprends enfin j'ancre de plus facilement l'information et donc en fait, pour moi, faire des vidéos, c'était, le moi aussi, la solution pour moi aussi d'apprendre vachement et de, vraiment progresser. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu un avant, je crée pas de contenu et après je crée du contenu et quand et je crée du contenu l'objectif premier de créer du contenu, c'est de créer du contenu. J'imagine que tu consommes déjà des tutos à l'époque et mmh. tu te dis: «Je vais faire ma propre chaîne de tutos et point C'est ça, il y barre, avait quoi». pas d'objectif in fine de vivre du truc et tout ça. Là, c'était vraiment j'avais envie de partager et je voyais que, en partageant, bah, ça me donnait des idées de contenu, ça me donnait des idées de trucs à faire et tout ça. Donc en fait, moi, j'apprenais à ce moment-là. C'était vraiment une phase d'apprentissage et je kiffais vraiment bien cette période-là et donc là, j'ai fait ça pendant peut-être 1 ou 2 ans, un peu plus peut-être et en fait, c'est là où je me suis dit: «Bon, bah, c'est cool, maintenant est-ce que je peux pas gagner un petit peu de sous avec?» parce que, bah, tu avais l'histoire des ventes de formation, tout ça, tout ça. Et à l'époque, bah, donc j'ai commencé à lancer donc quelques formations sur, Sales, comme je disais tout à l'heure et donc en fait, cette plateforme, c'était Bon, pas mal. déjà, première formation, 3 jours plus tard, tu fais 100 balles de vente déjà. C'est pas Ouais, mal. c'est ça. Donc ouais, très, très cool. Bah, à l'époque, j'avais, je crois, 3 000 abonnés, un truc comme ça, 3 ou 4 000 abonnés. Donc au final, maintenant, comme on a comment dire? Le marché YouTube est vraiment très mature. Quand tu as 3 ou 4 000 abonnés, que tu fais 100 € de vente, c'est qu'en général, cette formation est pas très bien vendue. Parce que normalement, tu es censé faire bien plus si tu as une audience qui est qualifiée, que tu as fait des bonnes vidéos, que tu as fait du Oui, bon après marketing voilà, et toi, tout. c'était une audience de Voilà. tuto et tout, c'était pas non plus orienté business, à la base. Exactement, voilà, mon audience, c'était des gamins de 13-17 ans, donc c'était pas l'audience, idéale pour vendre, quoi. Mais donc du coup, c'était cool parce que c'est la première fois, tu te dis: «Putain, à travers internet, il y a des gens, ils m'ont envoyé des euros, quoi», donc tu te dis: «Putain, c'est vraiment incroyable» et c'est vrai que c'est les premiers euros sur internet sont toujours assez fous. Et Franchement, du coup, à ce c'est moment-là, d'ailleurs, tu décides de faire un produit, sur la niche, du coup, des étudiants, donc des gens, mmh. comme toi qui développent des projets en parallèle. C'est ça et donc là, c'est là où ça a été un petit peu, le flop puisque j'avais lancé cette petite formation sur, comment devenir, entrepreneur étudiant ou je sais plus exactement comment je l'avais intitulé
et j'avais dû faire peut-être 20-30 € de vente ou je sais plus, enfin, c'était vraiment très, très faible par rapport à ce que j'attendais de ce produit-là. Et quand j'avais fait donc 2-3 formations, enfin 1 ou 2 formations avant et avec celle-ci, ce que j'ai vite compris, c'est qu'en fait, tu es obligé de faire un effort marketing pour vendre, et pour, toujours, comment dire, donner de la hype sur ton produit et donner envie aux gens, tout ça. Et moi, en fait, c'est quelque chose qui, à l'époque, j'avais pas du tout envie de faire ça. J'avais pas envie de, parler de mon produit régulièrement. Donc je sais que c'est quelque chose qui marche, c'est ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, mais moi, c'est pas ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Ouais, tu plutôt un Et créateur qu'un c'est ça. marketeur. Ouais, voilà, je voulais vraiment travailler sur mon contenu et pas me dire, «Putain, j'ai pas envie d'écrire des mails de vente et cetera, d'écrire des grosses pages de vente». C'était pas mon truc. Moi, ce que je voulais, c'était, créer des vidéos, les vendre, mais former les gens, quoi. Donc c'était vraiment basé sur le contenu. Et à l'époque, je connaissais quelqu'un qui faisait des vidéos sur, YouTube qui s'appelait, enfin, son pseudo sur YouTube, c'est PrimeFX, il s'appelle Boris, et qui avait lancé sa première formation sur Udemy, donc probablement que vous connaissez, c'est une grande place de marché, américaine où on peut vendre des formations, donc n'importe qui peut vendre des formations, pas besoin de diplôme, pas besoin d'être certifié par la plateforme. On se crée un compte, on envoie sa pièce d'identité et on peut créer tout de suite sa formation. Et l'avantage, c'est que comme c'est formaté un petit peu comme un Amazon, des formations en ligne, eh bien, en fait, on n'a pas besoin de faire du marketing, on n'a pas besoin aussi de designer sa page de vente. En fait, la page est déjà bien designée et optimisée pour la vente. Et nous, on a juste besoin de mettre le titre de la formation, la vidéo, le contenu, la description, et c'est tout. Et on s'embête pas plus que ça. Mmh. Et donc, bah, j'ai commencé à faire ça. J'en ai fait de la promotion sur ma chaîne YouTube. Donc, c'était une formation sur comment devenir web designer. Donc, à l'époque, je faisais des vidéos sur Adobe XD, Photoshop. Donc, c'était vraiment tout, enfin, dans le sens, ça prenait vraiment comment dire, la prolongation de la La chaîne YouTube, c'était palette. très logique. Mmh. C'est ça, voilà. Et donc, j'ai commencé. Donc, le premier mois, j'ai fait 300 $ de vente. Donc, ça a été incroyable. Pour moi, c'était le meilleur mois que j'avais fait en e-commerçant, enfin, plutôt en infopreneur. Et donc, le second mois, je fais Ouais, ça 600 reste du $. e-commerce, hein. Ouais, c'est ça. C'est tu vends C'était ta bon. petite formation. Et le second mois, je fais 600 $. Et là, ce que je remarque, c'est qu'en fait, sur les 300 $, il y avait 200 ou 250 $ qui venaient de mon audience, donc des gens qui venaient de ma chaîne YouTube. Et le deuxième mois, il y avait 80% des 600 $ qui venaient des gens qui étaient sur Udemy. Donc, c'était des gens qui ne me connaissaient pas. Ouais, Et je c'est me suis fou, dit: hein. «Waouh!» Ah, je me suis dit: «C'est fou». Genre là, le marketing d'Udemy, en fait, c'est qu'ils mettent à balle, de l'argent dessus. En tout cas, il y a 3-4 ans, ils mettaient vraiment beaucoup, beaucoup d'argent dessus. Et je me suis dit: «Putain, il faut vraiment que j'appuie sur ce levier». Et donc, encore une fois, c'était vraiment une question d'effet de levier. Tu vois, je vois que j'ai fait une formation, je gagne 3, puis 600 $. Je fais: «Bon, bah, là, faut que j'y aille». Et donc, pendant mes 2 premières années d'études informatiques, pendant, mes demi-journées, là, je vais faire des formations sur Udemy et je vais en faire, je pense, une dizaine. Et donc, la loi de Pareto, voilà, tout le monde connaît. En gros, je vais avoir 20 de mes formations qui vont me rapporter 80 de mes revenus. Et donc, j'arrive à stabiliser à peu près, 1 000-1 500 $ par mois. Des fois un peu plus avec les périodes genre Black Friday où tu as des grosses promotions, mais sinon ça reste, 1 500. Et donc j'avais fait, voilà, ce gros bloc d'Udemy Et et j'avais un complètement passif, quoi. ouais, c'est ça, et complètement passif. Ça, c'est vraiment très, très cool puisque justement Udemy fait la promotion pour vous de votre formation. Et donc ça, c'est très, très cool. Alors Et après, juste, alors, tu as mis combien de temps à peu près à faire 1 000-1 500? 1 an? ouais, c'est ça, je pense que j'ai dû, en gros, j'étais passé donc de 300 à 600, puis j'étais redescendu après à 300 et quelques. Mais je sais pas si je peux partager mon écran, Bien sûr, essaie de peut-être? regarder en bas, cher. Parce que ça, c'est assez fou quand même. Tu as 20 ans à l'époque? Ouais, c'est ça, j'avais un petit peu moins, je crois 19 à peu près, ouais. Ouais, C'était vraiment mes 2 premières années d'études sur Bordeaux. donc tu as 19 ans, tu te lances dans la formation. Du coup, à ce moment-là, tu comprends qu'il faut, focaliser sur la création de formation, j'imagine? Tu vas C'est ça, tu voilà. vas Et en fait, vraiment voilà, faire que de la création de programmes mmh. que tu penses qui peuvent marcher sur Udemy et tu vas te focaliser là-dessus? Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, je me suis dit: «Bah, à quoi bon faire des vidéos sur YouTube? Elles vont pas me faire ramener beaucoup plus d'argent, autant faire des vidéos sur Udemy qui vont être directement vendues». C'est-à-dire qu'entre, Mmh. créer une baguette de pain qui est pas vendue et créer une baguette de pain qui est vendue, bah, moi la différence est vite faite, quoi. Donc ce Et qui se du passe, c'est coup, que est-ce qu'il y a ouais, des clés? Est-ce que tu as appris à être un bon pédagogue, à être un bon formateur? Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de barrières. Quelle est la différence mmh, entre un contenu payant, un contenu gratuit, et cetera? Et on a l'impression que tu avais fait 2-3 formations après avoir fait quelques vidéos et qu'après, bam, tu es devenu, tu en as sorti 10 et tu as réussi à sortir un salaire de ça, très mmh. rapidement. Raconte-nous un peu ce Ouais. qui s'est passé. Ouais, alors en fait, il y a différents formats pour créer une formation.
Et c'est vraiment pas simple, hein, parce qu'en fait, Udemy, il faut bien comprendre qu'Udemy, c'est comme YouTube, il va y avoir des codes et si on respecte pas les codes, on va pas pouvoir exploser. Et donc moi, j'avais la chance d'être dans ce secteur, d'être un peu enfin, dans le secteur un peu informatique, marketing et cetera. Donc je Mmh. comprenais ça. Mais par exemple, pour quelqu'un, qui, par exemple, aurait 50 ans, agriculteur et cetera, il irait sur Udemy, il ne marcherait pas. Ça, c'est sûr, c'est quelqu'un qui pourrait pas comprendre comment ça fonctionne. Je Est-ce vous que donne un tu as cas concret. pensé d'ailleurs à faire une formation sur, comment vendre sur Mais Udemy ou pas? j'ai pensé, ouais, ouais, il y avait certaines formations, sur Udemy qui étaient déjà bien faites sur ça, donc je me suis Mmh. dit que c'était pas la peine. Pour Et ton puis, audience, pour YouTube. ouais, après ça, ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Enfin, c'est un peu Mmh. quelque chose que j'ai plus ou moins fait, c'est-à-dire que j'ai écrit un e-book sur, comment bien vendre sur Mmh. Udemy, que j'ai un petit peu vendu, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire en vidéo, ça aurait pu être un truc qui pourrait encore mieux marcher. Bon, dans Et le futur, on verra, on ouais, verra. dans le futur, ce sera un bon projet, je pense. Et en fait, donc voilà, Udemy, c'est une plateforme qui a ses propres codes et ce qui marche très, très bien, c'est, tous les sujets qui vont être un peu, techniques. Par exemple, apprendre à maîtriser un logiciel, apprendre à faire, je sais pas, apprendre Photoshop, Illustrator, Ouais. Adobe XD, un truc technique concret ou par exemple de l'informatique. Par exemple, apprendre le langage, PHP, le langage JavaScript, donc c'est des langages informatiques et ça, c'est une compétence technique. Donc ça, les gens, ils veulent quand ils vont sur Udemy, ils veulent savoir ça. Et aussi, la plupart des gens qui vont sur Udemy sont des débutants, 0 complet, ou des débutants intermédiaires et ils veulent être intermédiaires plus. Ils veulent pas vraiment être experts. Enfin, il y a des gens qui veulent devenir experts, mais la grande Oui, mais masse des c'est principalement des débutants et donc faire des formations de 0. Ce qui, en c'est gros, ça. t'a permis d'avoir une vraie autorité parce que tu étais pas forcément expert plus sur les sujets, mais tu maîtrisais ton truc, tu faisais des tutos clairs, simples, efficaces et c'est ce qui fait que ça a marché, tu penses? C'est ça, tu as très bien résumé. En fait, moi, la toute première formation que j'avais faite, sans trop le conscientiser, mais c'était devenir web designer, la formation complète, pour débutants, un truc comme ça. Et en fait, là, j'inclus, bah, tous les gens qui sont débutants zéro et qui veulent devenir web designer. Et en plus, comme c'était un sujet, le web design, qui, à l'époque, avait un peu le vent en poupe, l'UI, l'UX design et ben, j'en ai profité donc c'est ce qui fait que, et puis à l'époque, sur le marché français, il y avait vraiment personne. Il y avait deux trois personnes, mais la qualité vidéo était vraiment mauvaise et moi, j'avais la chance de bénéficier de mon, expérience entre guillemets, «petite expérience» sur YouTube. Simplement, voilà, ce que c'est que, prendre une caméra, la mettre bien en face de ses yeux et pas, en contre-plongée, mettre une bonne lumière, avoir un bon son, avoir un bon micro et donc bah, rien que ça, vous allez, enfin moi en tout cas sur le Ça marché faisait français, déjà la j'étais différence. c'est ça, je cuttais, tout le marché à ce niveau-là. Et donc pour revenir un petit peu sur les chiffres d'Udemy, donc le premier mois, je lançais ma première formation. Donc là, c'était avec une seule formation, qui faisait 5-6 heures de contenu à peu près. Et ce qui est vraiment bien, c'est que du coup sur Udemy, on se focalise uniquement sur le contenu et pas sur la forme, le marketing et cetera. Donc Ouais. moi, j'avais juste besoin de créer mes chapitres, mes sous-vidéos et cetera, mais c'était juste ça. Donc je commençais à faire, donc 370 $, puis ensuite 700, puis ensuite, je suis passé à 1 200 et là, je me Ah, suis dit: gros «Waouh, c'est pic là». là. Ouais, gros pic. Et là, je me suis dit: «Waouh, c'est Black là, Friday. ça va faire très, très mal». Ouais, ce mois-là était très, très cool et le mois d'après, 400, je fais: une seule formation ne va pas suffire, il va falloir stabiliser tout ça». Ah oui, Et là, tu donc avais c'est qu'un là seul cours à ce moment-là. OK. c'est ça, ouais, ouais, là, il y en a pas eu d'autres et donc là, c'est là où je vais commencer à faire peut-être un, 2 en plus, donc là, c'est arrivé au fur et à mesure et tu vois que donc là, je touchais les 300 à peu près en mars 2018 et ensuite j'ai rarement retouché les 300. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la moyenne de tous ces cours fait qu'on va avoir une moyenne qui va être assez haute. D'ailleurs, on peut le voir sur cette courbe, hein, ça, c'est la courbe de coût de mes revenus. Mmh. Bah, en fait, genre le gros pic de la première formation qui a très bien marché. En fait, en novembre, où il va y avoir le Black Friday, donc c'est là où il y a les gros pics. Mais sinon, en fait, on voit que la courbe va venir se densifier et que plus je rajoute de cours, plus c'est dur vraiment de rebaisser. Et ce qui Ouais, s'est c'est passé, ça. c'est En fait, ça monte mmh, progressivement, en escalier, mais ça mmh, redescend plus, parce qu'il y a une base plus solide, quoi. exactement. Et alors là, période un peu compliquée, on a eu le confinement qui a fait que ça avait bien densifié et puis, bah, là, les gens sont ressortis et tout ça et donc se forment beaucoup moins et donc là, petit drop de revenus, mais qui reste néanmoins vers 700-600 $. Et donc en fait, ça fait à peu près un an, donc il faut savoir que ça fait à peu près un petit peu avant le pic, le gros pic là, que j'ai arrêté de faire des formations sur Udemy. Donc sur toute cette période-là, j'ai arrêté de publier et donc c'est quelque chose qui continue encore de marcher donc je laisse tourner pour le moment et Donc tu encaisses là, en ce moment, on va dire depuis, 6 mois, tu encaisses 600 à 700 $ par mois pour des contenus que tu as fait en 2018. c'est ça, exactement. Donc c'est 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 quand même magnifique, hein, quand même, c'est une belle opportunité, hein.
Ouais, c'est une super opportunité, mais encore une fois, il faut respecter un peu les voilà, les règles d'Udemy. Mais une fois qu'on les respecte, franchement, c'est jackpot et ça marche C'est très, très très bien. intéressant en termes de vision, revenus passifs et cetera, Mmh. moi j'ai des formations de la même époque, qui servent à rien et qui pourrissent dans un catalogue, hein, donc c'est quand même fort de voir effectivement la puissance de la plateforme. C'est ça, c'est parce qu'en fait, Udemy va pas renouveler, mais en fait, ton contenu va toujours être pas mis en avant, mais il va toujours être disponible. Alors que quand Mmh. on est tout seul indépendant, bah, c'est à nous de remettre en avant, c'est à nous de faire l'effort de promotion, ce qui est bien plus dur. C'est-à-dire que là, Udemy, vraiment, le fait pour nous. C'est ça qui est cool. Alors après, ils prennent une grosse commission. Il y a plusieurs manières de rémunération sur Udemy en fonction de la source de trafic. On va pas forcément rentrer dans le détail, mais en plus, j'ai fait des vidéos sur ce sujet-là si ça vous intéresse. Mais en grosso modo, ils prennent une bonne commission, mais c'est amplement mérité puisque nous, encore une fois, on se focus que sur le contenu et pas sur le marketing. Donc au final, moi, ça me dérange pas de cut 50% de mes revenus, par exemple. Au total, tu vois, ça me fait 58 000 $. Donc après, bien sûr, il faut convertir en euros et enlever les cotisations. Oui. Mais voilà, c'est quand même une très belle opportunité. Je pense que chacun peut en profiter, quoi. Il y a Et vraiment du de la coup, place. en parallèle de ça, en parallèle de ça, bah, tu développais d'autres choses, pour combler tes revenus, pour aller chercher d'autres revenus. En combien de temps, on va dire, tu as réussi à pouvoir dégager, en tout cas, un salaire avec ton activité d'entrepreneur? Et qu'est-ce que tu Mmh. vendais, du coup, en parallèle de ces formations? Ouais, alors moi, j'ai eu la chance quand même de le faire pendant mes études, donc j'ai pas eu besoin, de vivre, de mon salaire d'entrepreneur et tout ça et en Mmh. fait, tout ce que je gagnais, bah, je le laissais sur le compte ou, je jouais un petit peu avec, c'est-à-dire, bah, enfin, j'avais fait une erreur, j'avais acheté un «business» entre guillemets qui n'a pas marché et du coup, bah, j'utilisais ces sous-là pour ça donc en fait, c'était plus pour moi un moyen d'apprendre, me dire: «Bon, bah, j'ai testé ça, j'ai gagné tant, bon, bah, c'est cool, c'est pas cool, ça marche pas, tant pis un petit peu». Donc j'avais pas de pression, de temps ni de revenus que je voulais dégager mais Mmh. je savais que si toutefois je voulais arrêter mes études, moi je sais qu'il fallait que je passe la barre des 10 000 par mois, de manière un peu automatique et Mmh. ça, c'est là à partir de ce moment-là où je me suis dit, enfin si je dépassais ce cadre-là, eh bien là, peut-être qu'il faut que j'arrête mes études et que je me dise: «Ouh là, ça sert à rien de faire des études puisque là je suis vraiment à un sacré niveau» et Mmh. finalement j'ai jamais arrêté parce que, il y a toujours eu beaucoup d'avantages à être étudiant et de continuer Le le cursus. salariat, tout ça. Et tu as C'est déjà ça. dépassé les 10 K par mois? Et ben alors j'ai, la chance de l'avoir dépassé ce mois-ci. J'ai fait mon premier mois à, 13 000, et quelques, donc j'ai fait mon meilleur mois Félicitations. ever, merci. Mon meilleur mois ever, donc je suis hyper content. Alors après dans les 13 000, il y Treize a mille 20. euros, 13 000 € de CA. On est en octobre, 2021. Tu as 22 ans et tu es étudiant. C'est beau? C'est ça. Alors on va pas se mentir, moi j'aime rétablir les chiffres, la vérité. Il y a Oui, 20 il de parle beaucoup TVA. d'ailleurs, hein, sur sa chaîne YouTube. C'est Ouais, principalement, des fichiers Excel avec la décomposition des gros chiffres très putaclic et de la réalité qui se passe en back office. c'est Si c'est des ça. choses qui vous intéressent, je vous invite à aller voir ça. On parle également, bien évidemment, de gestion du final personnel, d'investissement. C'est les sujets que Alex traite. C'est très probable que dans 6 mois, il vous parle de vélo tout-terrain, hein, parce que vous l'avez compris, il est Tellement que passionné ça varie, ouais, et il c'est ça. parle de tout, mais en ce moment, on parle de ça. C'est ça. Ouais, donc en gros, c'est 13 000, on enlève 20 de TVA, 22 de cotisation et là, vous avez du net. Mais voilà, je préfère, Et tu que ce as pas soit. de produit, c'est que du service? Non, alors en gros, dans les 13 000, il va y avoir là, il y avait une grosse partie de freelance, donc qui était un truc que j'avais fait cet été. Et sinon, je vais avoir à peu près 3 000 à 4 000 par mois qui tombent de plusieurs sources de revenus. Et en fait, c'est des sources qui sont. En fait, c'est pas genre d'un coup, j'ai eu 3 000 € par mois. Donc au début, c'était devenu progressivement, crescendo. Et donc j'ai commencé donc par les formations Udemy en premier. Donc là, ça me faisait, bon, on l'a vu un peu sur Udemy, mais ça faisait entre 1 500, peut-être 2 000 grand max par mois. Et bah, voilà, je me suis dit: «Bon, je vais pas mettre tous les œufs dans le même panier. Udemy, c'est très bien, maintenant, il faut que je diversifie». Et là, j'avais commencé, bah, après j'avais YouTube qui avait un petit peu évolué, donc je faisais peut-être, 50-60 € par mois de YouTube. Mmh. Et à l'époque, je commençais un petit peu le freelance. Donc j'avais fait quelques petites missions, des sites web, des sites WordPress à 200-300 € par mois. Donc grosso modo, ça me faisait, 1 500, allez max 2 000 pendant, une petite année. J'ai aussi en parallèle, fait, livreur Uber Eats, Deliveroo, parce que j'avais envie de faire des sous en plus et de faire du vélo et tout ça et sur Bordeaux, c'est assez cool à faire. Et Et en fait, tu c'est testes là. le truc, quoi? Ouais, j'ai voulu tout tester. J'ai fait Deliveroo aussi, j'ai fait, You2You, enfin j'en ai fait beaucoup de sociétés, de livraison. Et OK. justement, c'est en faisant ces sociétés-là que j'ai découvert la puissance de l'affiliation Et puisque. tu te dis pas à un moment donné, c'est plus rentable de faire une formation Udemy que de pédaler?
Je me disais exactement ça. Mais il y avait aussi le côté prendre du plaisir à faire le truc et en fait, pour moi, c'était trop un kiff de faire du vélo dans ta ville. Tu découvres ta ville. En fait, c'était des soirs d'été donc il faisait beau, il faisait chaud, Ouais, tu étais dans les tu bonnes étais bien. conditions. C'était pas, le C'est ça. coursier qui fait ça pour bouffer, c'est différent, Ouais, quoi. c'est ça. En fait, tu choisis tes horaires, tu te dis: «Je suis dispo maintenant, hop, je prends une commande. Maintenant, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de faire une pause». Je prends, enfin, tu fais ta life, tu vois? Donc c'était vraiment un mix entre entrepreneur et en même temps, gagner un petit peu de sous, Et tu faire gagnais enfin, combien kiffer en avec, vélo. livreur, du coup? Livreur, je faisais, au tout début, c'était vraiment des très bons mois parce qu'en fait, Uber Eats mettait en place des primes et en fait, quand tu faisais par exemple 10 courses, bah, tu avais 50 € de prime en plus et grosso modo, à la bonne époque, ça faisait, je dirais entre 20-25 € par heure net, donc c'était quand même, très correct, comme taf pour faire du sport et tout et ensuite il y a eu une vague, beaucoup d'inscriptions, pas mal de gens immigrés et cetera qui sont inscrits et donc ça fait beaucoup de gens dispo pour moins de commandes et forcément il y a eu beaucoup moins de bonus et tout ça et donc là j'étais descendu vers, 11-12 € net de l'heure. Donc je me suis dit: «Ah c'est un peu relou» et puis en plus on rentrait dans l'hiver donc il pleuvait, le temps pas C'était la ouf, bonne il faisait période pour arrêter, quoi. c'est ça Et du coup, et tu as ce qui encaissé était combien total à peu près avec cette activité-là, tu te souviens? À la ouais, louche, à hein? peu près 2-3 000 € je crois, au C'est total, beau, hein? sur OK, 1 tu ou 2 ans. expérimentes, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, pour un taf étudiant, c'est très bien. Enfin, moi, je le recommande, tu vois? C'est quelque chose si quelqu'un est sportif, a envie de bouger, a pas envie de rester chez soi ou juste, voilà, au McDo faire la commande, c'est un truc qui est cool, ça nous fait sortir de la tête, ça nous fait aérer la tête et en fait, ce qui était marrant, c'est que du coup, comme j'arrivais dans cette période un peu hiver, même un petit peu avant, je savais qu'Uber Eats avait mis en place un programme de partenariat, enfin un programme d'affiliation et vas-y, je vais en faire une petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube qui parlait de design, aucun rapport, je fais une vidéo sur mon expérience en tant que livreur Uber Eats et donc je fais cette vidéo-là, je mets mon lien d'inscription dans la description et en fait, Donc ça d'inscription s'inscrit pour devenir livreur ou pour, ouais, utiliser Uber Eats? ouais, c'est ça, pour devenir livreur. Pour devenir donc moi, c'était en mode, mon expérience, ça veut dire j'ai fait 6 mois de Uber Eats, voilà combien j'ai gagné, voilà combien ça fait par heure, voilà ce que j'en pense. Si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien en description et en fait, je pense que j'ai fait un bon référencement sur YouTube et donc cette vidéo, je pense qu'elle a dû faire, il me semble 50 ou 60 000 vues, un truc comme ça et donc sur, 1 an ou 1 an et demi, l'affiliation a dû me rapporter peut-être, 7 6 000 € je crois, un truc comme ça. C'est Enfin, bien, c'était hein? assez énorme et donc je me suis dit: «Putain, c'est ouf». En fait, j'ai gagné plus d'argent en restant, En mon faisant de cul, la fille? dans ma chaise ouais, c'est ça, que faire, livreur, quoi et je me suis dit: «Putain, c'est trop bien» et tout ça. Donc j'avais un peu ce côté-là, en mode, je me disais: «Ah, peut-être qu'il faut que je diversifie, que je fasse pas que du design». Et à ce moment-là, donc j'avais terminé mon «bloc» entre guillemets Udemy qui était fini, niveau formation. Je m'étais dit: «C'est bon, j'en ai fait 10, j'ai un peu envie de laisser couler et de faire autre chose». Donc j'ai commencé un petit peu à reprendre ma chaîne, donc expérience livreur Uber Eats et donc là, je commençais un petit peu à parler un petit peu d'argent, tout ça et j'ai commencé aussi à parler du fait d'avoir un statut de micro-entrepreneur pour devenir, livreur Uber Eats et en fait, on m'a posé des questions sur ça, donc je me suis dit: «Bah, je vais faire une vidéo sur la micro-entreprise» et en fait, tout de suite, la vidéo, je l'ai assez bien faite puisque je savais que j'avais envie de la monétiser à fond et donc je savais qu'elle allait faire, enfin, je pensais qu'elle allait bien marcher, donc c'est ce qui s'est passé, elle a très bien marché et aussi je voulais faire de l'affiliation. Enfin, en fait, je savais que j'avais plein de canaux, sur lesquels appuyer et Mmh. donc dedans, je vends un petit produit à 5 € dans la vidéo et aussi je fais de l'affiliation avec une banque qui s'appelle Shine et cette vidéo-là, c'est très bien référencé et donc du coup, sur tous les canaux et bien, j'ai, gagné pas mal de sous. Donc j'ai gagné des sous sur les revenus, publicitaires de la vidéo puisqu'elle a bien marché, la vente du truc à 5 € et Mais les c'est quoi? inscriptions C'était un pour infoproduit? ouais, c'est ça. C'était un petit Google Sheet, donc un truc tout con, mais vraiment, le truc m'a pris, une après-midi. Tu fais un Google Sheet assez joli, tu mets des belles couleurs, voilà, donc heureusement, j'ai un petit background de designer, donc qui fait que ça aide un petit peu à faire des trucs jolis Mmh mh. et on fait ça en tant que enfin, c'est un petit livre de compte pour les micro-entrepreneurs pour suivre, vos rentrées d'argent, avoir un petit tableau de bord, une courbe, un truc simple, mais ça prend une après-midi. Et bien, au lieu que les gens, au lieu que les gens passent une après-midi à faire leur truc, moi, je leur propose, bah, pour 5 €, tu l'achètes, tu dupliques et tu l'as. Et donc, il y en a, je crois que j'ai dû faire, peut-être 2 500 € je crois de vente au total, donc ça fait 2 ans que ce truc est fait. Mais sur 2 ans, ça fait une petite moyenne par mois cool quand même. Incroyable. Donc, voilà, je fais ça et puis le revenu avec la banque et tout. Et donc là, la banque, c'était l'affiliation et je me dis: «Putain, ça a bien marché. En vrai, je sens que j'aimerais bien pivoter un petit peu de sujet, c'est plus, lucratif, quoi».
Et donc là, je OK. commence à faire des vidéos sur, la micro-entreprise, sur, ce que c'est que des factures. Donc là, je parle d'outils de facturation comme Freebie. Je parle de comment payer ses cotisations. Je parle un peu de mon expérience en tant que micro-entrepreneur. Et donc naturellement, quand on parle de Et ces donc expériences, là, il y a vraiment un peu cette notion de l'argent qui commence à arriver. C'est-à-dire: «Tiens, ouais, ça fait de l'argent quand même sur l'affiliation. Bon, j'ai envie de parler de trucs, j'ai envie de communiquer, mais en même temps, si je peux être smart et faire un truc qui me touche, qui est simple, en même temps qui génère de l'argent, c'est quand même plus sympa». La même idée qu'Udemy. C'est une vidéo, une baguette de pain que je vends et celle que je vends pas, bon, bah, je vais préférer la vendre. C'est c'est vraiment ça. ça la réflexion qui va nourrir le truc? C'était ça et en plus, c'était à l'époque où, bon, j'avais déjà fait quelques, événements entrepreneurs. Donc d'ailleurs, c'était là, on s'était rencontrés au 1er On s'est WED. rencontrés Heu, avant ça, je pense, non? On s'est non, je crois que c'était rencontrés le en 2017 ou 2018? ouais, oui, oui, c'était avant ça, mais c'était pour le 1er WED, donc je savais Exactement. qu'à un moment, j'avais 2e, envie de ça doit être. participer à 2e, parce que le premier. Ah non, 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 on se rencontre au WED et on est tous les 2 spectateurs et moi, c'est je vais ça, revenir l'année d'après. intervenant l'année d'après, ouais. C'est ça. Ouais, c'était en 2017. Donc ouais, c'était un moment où c'est la première fois que je montais sur Paris et donc enfin voilà, donc j'ai fait ce premier événement. J'avais fait donc le deuxième où là, tu étais là aussi en tant qu'intervenant et attends et donc du coup, 2 ans plus tard, donc je crois que c'était en 2019, il y avait l'événement de Cédric Anissette, Quitter la rat race live et donc là, bah, bref, on se prend une baffe dans la gueule en mode, faut rêver grand, faut faire faut faire des gros trucs, voilà, faire du chiffre d'affaires et tout ça. Et donc je pense que c'est aussi un petit peu avec ces événements-là ponctuels qui te construisent, la tête en te disant: «Bon, ben maintenant, il faut passer une étape», tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand tu vas commencer à créer ton activité, tu vas être dans ta vitesse de croisière et c'est quand tu fais un événement, que tu discutes avec, des gens, des entrepreneurs et tout, tu dis: «Waouh, lui, il est à 3 étapes au-dessus de moi là. Là, faut que j'accélère» et donc c'est souvent juste après des événements comme ça ou 2-3 semaines plus tard, tu mets en place des actions, tu mets Tu as des mis trucs, des coups de collier, ouais, tu as mis des coups de collier après c'est les événements c'est ça. entrepreneurs qui t'ont fait mettre des coups de collier, c'est marrant toi. Je OK. pense qu'inconsciemment, ça met des coups de collier parce que tu te dis, «Tain, l'année prochaine, j'ai envie de revenir à l'événement et il faut que j'ai step up, quoi. Il faut que je sois, au-dessus et tout» et Super. donc j'avais fait donc le Quitter la Rat Race qui était vraiment un gros événement. Hem, C'était lequel du coup qui était la rat race quoi? 6? ouais, je crois que c'est ça, S je crois que c'est ça. mmh. C'était là où il y avait 3 ou 4 000 personnes, donc c'était vraiment le plus gros, je crois que c'était à son apogée, je crois Mmh. et donc c'était ouf et mince, je sais plus où je voulais en venir. En fait que, Bah, que tu avais step up du coup et que tu avais ouais. développé d'autres activités. J'imagine qu'à ce moment-là, tu as poussé le freelancing? Ouais, c'est ça. J'ai un petit peu poussé ça, mais en même temps, j'avais compris, tu vois, que vendre son temps contre de l'argent, bah, tu étais assez limité. Après, tu peux tout à fait augmenter tes tarifs. Donc, en fait, c'est ce qui s'est plutôt passé. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre des sites avant que je faisais à la main, c'est-à-dire qu'avant, je développais carrément les sites pour 200-300 €, bah, je me suis dit à vendre des WordPress à 200-300 € et en fait, vendre un WordPress, bah, ça prend beaucoup moins de temps. Donc, en fait, j'ai juste juste augmenté mon taux horaire, ce qui est beaucoup plus intelligent de faire ça et donc naturellement, voilà, les prix ont augmenté. Et puis aussi, j'avais aussi tendance avant à me sous-évaluer en tant que freelance, alors que quand, par exemple, tu fais des vidéos, tu vends un produit et tout, bah, en fait, tu te sous-évalues pas parce qu'en fait, c'est au niveau des performances de ton produit, de ta vente qui fait que tu vas faire ton chiffre. Mais Ouais, là, moi, c'est de l'affiliation quoi, c'est pas basé sur: «OK, je vaux tant». c'est ça et ça, je trouve que c'était assez dur. Enfin, moi, je sais que vers 17-18 ans, c'est dur de se dire: «Waouh, mon heure, elle vaut 50 balles et c'est ça mon tarif», tu vois? Tu peux pas dire autre chose. Ça, c'est vraiment C'est pas simple compliqué. et moi, je sais Mmh. que j'avais eu beaucoup de mal et je pense qu'il y a plein de gens, hein, qui regardent les vidéos quand tu veux pricer, du coaching ou même, de la prestation classique, tu vois? Tu es designer, graphiste et tout, c'est compliqué de pricer. Et donc ton conseil, c'est quoi? C'est au début, bah, tant pis, tu te sous-prices et puis plus tu gagnes en confiance et en compétences, plus tes prix montent? Ouais, alors je sais pas trop si c'est une bonne solution de dire qu'il faut se sous-pricer, mais moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Enfin, en tout cas, c'est peut-être l'erreur que j'ai faite. Maintenant, mon conseil que moi je donnerais aux gens, pour ceux qui veulent pricer, c'est de pricer, je pense, je dirais 30 au-dessus de ce qu'on veut, pricer ce qu'on veut, net. Donc moi, je veux 50, ben je vais dire, je veux, 80 et souvent, en fait, vaut mieux dire plus haut parce que au pire, ça passe et comment dire? Au mieux, ça passe et au pire, ça passe pas, mais tu peux renégocier. Alors que quand tu vas dire un chiffre que le mec accepte, tu peux pas dire: «Ah mais je peux pas tenter plus?» et non, ça marche pas. Donc il vaut mieux tenter plus haut, que ça bloque et tenter plus bas et ensuite retenter plus bas. C'est pas grave, c'est comme de la négo en immobilier. Vous allez Mais pas si vendre tu as votre pas bien. confiance, comment tu fais? Parce que si tu donnes ton prix et que tes genoux, ils tremblent, ça se sent, non? Ouais, ouais, ça se sent et c'est terrible. Là, j'ai pas de solution pour ça parce que même moi, j'allais dire il y a 1 an, 2 ans,
il y a un tarif à partir duquel j'ai les genoux aussi qui tremblent. Donc, je peux pas, tu vois, je peux pas mentir. On a tous Ouais. un tarif auquel on a les genoux qui tremblent. L'idée, c'est Mmh. juste que, comme ta zone de confort, ce truc, avec l'expérience, je pense, heu, bah, tu deviens confortable dans ta zone et puis tu passes au niveau suivant et tu passes au niveau suivant. Mmh. Au même titre qu'effectivement, toi, c'est ces événements, entrepreneurs qui t'ont, secoué. Ça peut être la vie qui te secoue. Regarde, je suis en train de regarder pour avoir un enfant. Quand je vais avoir un enfant, je pense que ça va me secouer, ça va aussi changer ma vision du travail et ma vision de l'argent. Mmh. Un déménagement, enfin, tu sais, des trucs comme ça marquants dans la vie. Tu vois, demain, tu vas avoir envie de t'installer avec une gonzesse, tu vas avoir des besoins qui vont être différents et du coup, tu as des décisions, OK, bon, en fait, peut-être que bosser 2 heures le samedi soir pour faire un dev pour un mec un peu relou, non. Ou si je le fais, je le facture fois 10, comme ça me paiera un week-end par mois avec ma meuf en voyage, tu vois? Enfin, Ouais, c'est tes réflexions changent de plus en plus avec aussi la vie, tes envies et cetera. bah, Mais je suis complètement d'accord. Quand mais c'est franchement, plutôt enfin, ça. ouais, quand tu entends les interviews d'autres personnes, tu vois, par exemple, Stan, exemple typique, quand lui, il a eu son premier enfant, Stan Leloup de Marketing Mania, Mmh mh. enfin, il l'explique très bien et je pense que c'est ce que tu vas avoir aussi, comme, même réflexion. C'est que du coup, tu te dis: «Bon, bah, maintenant je travaille plus le soir». Enfin, en fait, tu t'imposes tes horaires de bureau qu'avant tu te dis: «Putain, je veux pas d'horaire de bureau, je veux être libre et tout ça». En fait, tu te Mmh. l'imposes un petit peu. Après, l'avantage, c'est que tu décides de ou pas travailler, quoi. Tu es Bah, autonome sur l'horaire de bureau. ouais, j'aime ce truc qui dit que la définition de la liberté, c'est choisir ses propres contraintes. Et on est dedans parce qu'effectivement, quand tu Mmh. deviens entrepreneur, comme tu l'as dit, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Il y a beaucoup d'inconvénients à être entrepreneur, notamment celui que tu es livré à toi-même et que personne va te dire: «Ah bah tiens, aujourd'hui, il faut que tu fasses ça, ta priorité, c'est ça» Mmh. et les 3 trucs les plus importants de ta journée, il faut vraiment que tu fasses ça et du coup, Mmh. non, ne reste pas une demi-heure sur les toilettes à regarder TikTok. Il faut vraiment que tu bouges ton cul, sinon tu auras pas le temps, c'est ça et c'est le genre de trucs qui s'apprennent sur le long terme et qui sont parfois très compliqués en fonction des profils. Mmh, carrément. Mais Moi, il y a une question, je suis sûr que tout le monde a sur les lèvres et se dit: «Mais comment c'est possible? Pourquoi est-ce que tu fais ces choix-là? Pourquoi si jeune? Qu'est-ce qui se passe pour que tu partes à explorer autant, à faire des décisions qui peuvent paraître, aussi matures?» Alors on n'a pas parlé d'argent, mais tu vas mettre beaucoup d'argent de côté, tu vas très tôt investir de l'argent. Tu vas pas succomber entre guillemets «au plaisir court terme» pour, valoriser une espèce de réussite long terme, je vais l'appeler comme ça. mmh. Heu, c'est quoi ton mindset, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu prends ces décisions-là? Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te drive? C'est, ouais, le truc du drive, c'est très compliqué, je trouve, à trouver. Enfin, même moi, tu vois, j'arrive pas à mettre la main dessus. Je pense qu'il y a, enfin, c'est assez, comment dire, ego trip de dire ça, mais je pense qu'il y a aussi un côté de se dire, «Bah, je suis un peu différent», tu vois? J'ai envie d'être différent. En tout cas, j'ai envie de me démarquer et j'ai Nourrir pas envie cette d'être, différence, nourrir cette singularité, ouais, ouais, c'est ça, c'est de pas être, intéressant. l'énième mec qui travaille à la défense, et qui gagne 40K par an, tu vois? J'ai envie d'être, un gars différent, j'ai envie de aussi choisir, il y avait, enfin, c'est pas sur une question tant, comment dire? En gros, j'aimerais bien, ouais, voilà, ça, avoir le choix de ce que j'ai envie de faire, tu vois? C'est de me dire, moi, ce que je veux, c'est, enfin, comment dire? J'aimerais, comme tu dis, de m'imposer mes propres contraintes. Moi, typiquement, j'ai envie que le mardi après-midi, si j'ai envie d'aller faire du sport, bah, je me dise: «Je vais faire du sport», tu vois? C'est pas en Mmh. mode, le patron est là, donc je peux pas, ou alors je dois poser des jours de congé, je peux pas. Ça, pour moi, c'est l'enfer parce que, tu peux pas choisir et j'ai aucun problème à travailler. En fait, j'aime travailler, tu vois? C'est un truc qui me déplaît pas et même je passe vachement de temps et tout à le faire. Mais j'aime bien pouvoir moduler mon temps comme je veux et c'est vrai que, par exemple, échanger, une après-midi, un mardi après-midi, avec un dimanche après-midi, j'ai aucun problème parce que je peux tout à fait travailler tous les jours de la semaine et tout ça. Ça me pose aucun souci et donc du coup, moi, j'ai pas vraiment de choses qui me drive en particulier, pour faire Le des la trucs la tôt et la tout la ça. peur, par exemple, la peur de sortir, une formation et de vendre son savoir. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués à cet état-là. Toi, Mmh. tu étais hyper jeune, tu avais 20 ans, tu vendais des formations en expliquant aux gens comment ils allaient devenir designers, alors que tu Mmh. étais même pas designer toi-même, tu avais juste développé les Ouais. compétences de design. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a posé problème? Quel est le regard de toi-même, tu vois, de toi sur toi-même par Mmh. rapport à ça?
Alors ça m'avait pas enfin, en fait, ça m'avait un peu posé problème dans le sens, je mettais web designer et du coup, en effet, tu as le titre, comme par exemple, tu dis, devenir, ingénieur ou devenir, informaticien, tu vois? C'est un métier, donc tu peux pas vraiment savoir ce que c'est que le métier sans l'avoir fait. Donc j'avais un peu cette notion de syndrome de l'imposteur, mais en fait, je l'ai juste corrélé au prix, que les gens allaient payer. Là, en l'occurrence, c'était une formation qui était vendue sur Udemy en promotion, comment dire? Très régulièrement à 10-15 € et donc pour moi 10 €. Le mec, c'est une place de ciné, enfin, relativiser, tu vois? Ça pour moi, en OK. fait, je prenais pas de risque en le La faisant. corrélation Donc au prix te donnait l'opportunité, tu te donnais l'autorisation par rapport au prix de le faire. c'est ça. Genre, par exemple, si je fais une vidéo YouTube, pour apprendre à faire quelque chose, la vidéo est même gratuite, donc les gens ne peuvent rien me dire sur ça et si tu vends une formation à un prix qui te semble cohérent ou en tout cas qui te semble moins cher que ce qui te semble cohérent, bah, tu auras aucun problème, ce sera même du plaisir de le vendre parce que, bah, voilà, tu es content de vendre, un truc qui peut apporter vraiment aux gens et en fait, j'étais même fier de mon contenu donc une fois enfin, si tu réunis le combo, tu es fier de ton contenu et tu penses que c'est le bon prix ou en tout cas, c'est moins cher que le prix que ça vaut vraiment, c'est pour moi, c'est la recette pour pas avoir le syndrome de l'imposteur. Tu Mais c'est aurais quelque pu chose profiter de ces revenus-là, pour aller te bourrer la gueule, en soirée ou, je sais pas, faire n'importe quelle passion que tu peux avoir, et dépenser un maximum d'argent dans ton jeu vidéo préféré. Bah, c'est mmh, pas ce que tu décides de faire. Tu décides d'investir ton argent sur les marchés financiers, ou, de développer d'autres compétences pour, devenir freelance et vendre d'autres prestats. mmh. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? En fait, à ce moment, je me dis, je pense que c'est ça aussi ma frustration, enfin, en tout cas, ma grosse peur, c'est que j'ai peur de manquer. J'ai peur de me dire, dans 10 ans, bah, j'aurais fait, 5 ans de travail acharné et cetera. J'aurais peut-être claqué ou peut-être pas même pas claqué, tu vois? Mais imaginons, je perds ces sources de revenus. Putain, j'aurais trop les boules, de perdre ces trucs-là où j'ai travaillé vraiment si dur. Et en plus, j'ai été justement, me mettre des bâtons dans les roues, je sors pas, je profite pas non plus à 100 par rapport aux autres. Quel aurait été l'intérêt de pas avoir d'autres sources de revenus et de manquer, quoi? Donc j'avais peur de manquer et pour moi, le fait de faire d'autres trucs, d'apprendre toujours des nouvelles compétences et tout ça, donc faire des formations, devenir freelance, savoir faire du coaching, de l'accompagnement, enfin, en fait, d'apprendre tous ces formats-là, ça me permet de me dire: «Bon, bah, si vraiment j'ai un problème, bah, je peux rebondir sur ça, ça et ça» et en fait, plus ça va dans la vie et plus je souhaite ouvrir mon spectre de compétences et du coup, être vraiment bon dans plus de trucs. Comme ça, si un jour, et bah, j'ai besoin de faire quelque chose, bah, j'aurai non pas 5 options, non pas 6 mais 7 mais 8 mais en gros, j'ajoute chaque année ou chaque fois que j'apprends un nouveau truc, une nouvelle compétence qui fait que je pourrais travailler dans ce domaine-là et donc moi, c'est plus ça, c'est vraiment plus pour me dire, au cas où, je pourrais faire ça et donc le fait d'investir, enfin, c'est bon, maintenant, je pense que c'est quelque chose que depuis 2-3 ans, là, j'ai l'impression que c'est une grosse vague qui est en train d'arriver en France. Les gens comprennent qu'il faut investir, qu'il faut épargner, qu'il faut faire attention à ses finances et moi, je pense que j'avais tout de suite eu ce truc-là de me dire: «Bah, moi, en fait, je vis très bien à 1 000-1 500 €. En fait, déjà, j'avais mon statut d'étudiant où on me payait mon loyer, j'avais déjà de la nourriture, en fait, ma vie était déjà bien en tant qu'étudiant et en plus, tu rajoutes de ça, bah, des revenus de micro-entrepreneur à peut-être 1 000-1 500 €, bah, tu un peu le roi du pétrole, tu vois? Par rapport aux autres étudiants. En fait, les autres étudiants, ils vont, pas être proches de leurs sous, mais un peu Bah et quand oui, tu es, si, comment dire? si. Voilà, c'est un peu ça. Si, si. Bon, là, j'étais en école privée, donc ça va, c'est, comment dire? Tu as quand Ouais, même des c'est gens quand même plutôt qui des ont des familles ressources, des parents. aisées, donc les parents, ils sont derrière, quoi. C'est ça, voilà, c'est des gens qui vont peut-être faire un petit taf à côté, mais du coup, ils vont avoir 100 de leurs revenus de taf pour, dépenser, acheter leurs fringues et tout ça et donc en fait, moi, mon référentiel, c'était ces étudiants-là, donc j'ai pas une vie, tu vois, de cadre à Paris et donc le cadre à Paris, lui, va prendre son Starbucks tous les matins, forcément, son niveau de vie, il est hyper élevé, donc c'est hyper compliqué, comment dire? De gérer ça, quoi. Moi, tu vois, mon niveau de vie, je dépensais quand en gros, je payais pas mon loyer moi-même, je dépensais peut-être, allez 500-600 € grand maximum de loisirs, de nourriture et tout ça par mois. Donc tout le reste, bah, je le mettais de côté ou, justement, bah, j'achetais quelques logiciels et tout ça pour faire un peu de vidéo, des choses comme ça et donc là, plus récemment, bah, plus l'activité commence à grandir, là, j'ai un petit peu augmenté mes revenus, donc là, bah, aussi je commence à dépenser, dans mon loyer et tout ça. Mais je reste à un niveau stable de dépenses et grosso modo, tu vois, je dois pas dépenser, je pense,
1 200, 1 300 € par mois de life, tu vois? Donc en gros, mon loyer, ma nourriture, mes sorties, activités et peut-être un petit peu voyage, épargne et ben ça, c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin pour vivre et le fait de développer mon activité à côté avec des bons revenus, bah, tout l'excédent qui est en plus, donc que je fasse des petits mois, des moyens mois ou des très gros mois, ben tout ça, je vais venir le réinjecter, soit en épargne pour l'immobilier après plus tard, enfin de faire un autre prêt, enfin mettre en apport ou sinon dans les marchés financiers, justement la bourse et donc l'idée, c'était de me dire: «Bon, ben au cas où j'ai peur de manquer, bon, ben je vais investir dans la bourse ou dans l'immobilier pour me créer des sources de revenus en plus». Donc là, l'immobilier, bah, ça fait une rente et la bourse, ben moi, c'est plus, on le sait parce on utilise tous les 2 la formation de Roman sur, la formation Trident Mmh. et donc bah, c'est de se dégager un revenu et moi, le côté, des dividendes en mode rente, c'est ce qui me séduisait vachement, en bourse et de se dire que, bah, voilà, je vais investir pendant 10 ans, tu vois? Et au bout d'un moment, je vais arrêter de faire des versements et je vais commencer à retirer, Tu à veux avoir mon collecter des salaire. revenus passifs au maximum, quoi. C'est ça. Moi, en fait, il y avait un mec sur Twitter que je suis, et qui sa phrase en anglais, est très, explicite. C'est, get income, non, c'est, get money, buy income. Donc en gros, c'est et de l'argent et achète des revenus. Donc le fait d'acheter des revenus, c'est, tu vas avoir de l'argent, tu vas l'investir, pour, la bourse, et tu vas avoir des dividendes qui vont tomber ou alors sinon tu vas acheter un appartement, tu vas avoir des rentes de ton appartement ou tu vas acheter un business et tu vas avoir un flux de trésorerie, voilà, en tant que business et donc moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Du coup, diversifier, en achetant enfin, en gros, en achetant des sources de revenus. Donc par exemple, moi, avoir 30 000 balles aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Par contre, avec ces 30 000 balles-là, moi, je vais acheter un truc qui va me rapporter 100 € par mois et donc ces 100 € par mois, c'est 100 € qui vont tomber automatiquement tous les mois pendant X années. Donc Qu'est-ce qui a c'est ça. forgé cet état d'esprit? La peur du manque, OK, Ouais, je mais déjà de où? On n'a pas l'impression que tu as manqué. Tu as vécu dans une famille où il y avait de l'argent, ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que tu as des grands-parents qui ont connu la guerre et qui te l'ont transmis quand tu étais gosse ou? non, pas spécialement. Après, tu sais, dans une fa enfin, je pense dans toutes les familles, tu vois, on t'apprend que, l'argent, c'est important et que, il faut pas en manquer, tout ça. Après aussi, on est dans un pays où on a la chance de même si ça va mal et ben, tu es quand même, pas dans la merde et donc ça, c'est un truc qui justement aurait dû être, comment dire? Positif dans le sens, bon, bah, en gros, je peux dépenser, je peux craquer tout mon argent, je m'en fiche parce que dans toute façon, j'aurai la CAF, j'aurai les aides et tout ça Mmh. et c'est vrai que ça me l'a enfin moi, j'ai pas ressenti comment dire? Cet effet-là. Je pense que ouais, il y avait eu ce côté, un petit peu j'ai peur de manquer, mais j'ai pas eu de trucs particuliers au niveau, justement des grands-parents et cetera. Je pense, Tu as juste non, pas envie trop, pas de trop. de 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 créer des trucs, quoi. Tu trouves ça drôle, quoi. Créer des revenus, Ouais, créons des c'est ça. revenus. Après, le fait de faire le choix aussi, en fait, ça m'a permis aussi de justifier mon choix d'entrepreneur. C'est-à-dire que faire le choix de l'entrepreneuriat, c'est aussi le choix alors quand je vais dire le risque, faut pas abuser non plus parce que plus ça va et plus le coût du risque est vraiment très faible. Mmh. Et le risque dans le sens, bah, si imaginons j'avais voulu arrêter mes études, bah, c'est entre guillemets «un petit risque», et ben, il aurait fallu que, en gros, ça me permet de m'assurer, de me dire: «J'ai fait le bon choix, je me mets des sous de côté», tout ça. En gros, je me consolide et je me dis, tu vois, j'ai bien fait de faire ce choix-là, tu vois? Parce que mes finances sont meilleures et tout ça. Donc pour moi, améliorer mes finances, c'est aussi, le moyen de Ça me rassurer valide en me le disant: choix de devenir «J'ai fait entrepreneur. Tu peux prouver à la société que tu peux être j'ai fait le bon choix». entrepreneur et réussir parce que tu crées C'est des bons ça, revenus. OK. c'est ça. En tout cas que moi j'ai fait un choix qui me correspond, en tout cas, Et justement, il y a une recherche de validation sociale, tu penses? Ou c'est pour toi? Mmh, pas spé non, je pense qu'il y a aucune recherche de validation sociale parce que, j'ai beau essayer, de dire aux gens que je suis entrepreneur, que je gagne même très bien ma vie, les gens n'en ont rien à faire et ça, c'est hyper Et marrant par parce rapport que, à ta famille? Ouais, ma famille, en fait, ils me soutiennent, tu vois? Ils disent: «Ouais, c'est très cool et tout ça», mais en fait, pendant, enfin, ouais, les 3 dernières années, ça n'a jamais été, «Ah ouais, c'est trop cool, tu fais des vidéos, tout ça, tu peux me montrer, comment ça marche?» tout ça. En fait, ils sont pas vraiment fondamentalement intéressés par l'activité, ce qui est totalement OK, hein, c'est normal parce que je sais que c'est pas un truc qui intéresse les gens. Mais genre, par exemple, là, le meilleur mois que j'ai fait donc j'en ai un peu parlé, par exemple, à ma sœur donc et là, c'est là où tu vois quand tu commences à balancer des gros Quand chiffres, il y a certains heu, chiffres, ça commence un peu à attirer l'attention, hein. Mmh. voilà, c'est ça. Là, c'est: «Ah ouais, c'est cool, OK, tu fais quoi déjà?» donc là, ça Eh, creuse un au peu plus les fait, questions. ça fait 3 ans Ouais, que tu m'en parles, mais je t'ai jamais écouté. Par c'est contre, si ça peut faire 10 000 €, d'accord. exactement, voilà Ouais. et ça, c'est assez marrant, tu vois? Mais et encore, je le ressens pas trop, mais ce qui est fou, c'est que, par exemple, dans les discussions classiques et tout ça,
bah, je dis, «Ouais, je suis entrepreneur et tout». Franchement, il y a aucune réaction. Alors que, par exemple, quelqu'un qui va me dire: «Ouais, il est entrepreneur» ou qui a sa boîte et tout, moi, je vais être: «Mais vas-y, Ouais, toi, tu vas être raconte-moi, c'est quoi ton taf?» passionné et tu vas Voilà. creuser. Mmh. Je Et pense est-ce qu'on que est un tu peu dans penses une qu'il y secte. a le hype aussi, social d'un point de vue plus large? C'est-à-dire le monde dans lequel on vit et comme tu l'as dit tout à l'heure, j'avais envie d'être différent. Mmh. Est-ce que différent est remarqué? Est-ce que le remarquer est important ou pas? Est-ce Moi, qu'il y a j'ai une toujours été recherche comme ça. d'approbation de la société, quoi? C'est un peu ça l'idée. Alors moi, personnellement, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait je sais pas si tu as déjà fait le test MBTI? Non, Tu vois ce que c'est? je vois ce que C'est c'est. Tu vois ce que c'est? En Test gros, de c'est alors personnalité. exactement, c'est ça. Et si on est plus, introverti, extraverti, observateur ou je sais plus ce que c'était. Mmh. Et en gros, tu as un profil et donc moi, mon profil, c'est ESTP. Et en fait, c'est un profil, bon, que le site, salespersonality.com, disent comme, entrepreneur. Mmh. Et donc c'est marrant parce qu'en fait, quand je lis la description, je dis: «Putain, mais c'est exactement moi, quoi». Mmh. Et c'est trop, trop marrant. Et du coup, ouais, j'ai ce côté-là de me dire: «Bah, j'ai envie d'être remarqué». En tout cas, j'ai envie que les gens me connaissent, tu vois? J'ai envie de me dire, en fait, j'ai envie d'être la référence dans quelque chose, tu vois? De me dire, «Putain, si» en fait, j'aimerais bien que des gens, quand ils discutent, ils se disent: «Ouais, tu bien apprendre ça? Bah, ouais, écoute mec, je connais Axel, il sait, faire ça. Ce serait Et trop tu veux cool que être tu aies». reconnu pour quoi? Pour la qualité de ton travail, pour qui tu es, pour ta valeur? Pourquoi est-ce que Ouais, tu c'est veux ça, être pour la qualité de mon travail, pour, voilà, pour me dire, «Ouais, ce mec-là, tu vois, enfin, j'ai pas les il y a plein d'adjectifs, tu vois? Mais, bah, c'est un mec qui est sérieux, c'est un mec qui est impliqué, qui est ambitieux», tu vois? Enfin, ce genre de qualité. Ça, c'est des trucs est-ce que tu veux être qui aimé ou est-ce que tu veux que les gens aiment ton travail? bah, je pense qu'il y a un petit peu des 2, mais je pense que le travail, l'accomplissement reste, plus important, tu vois? Parce que, tu peux laisser une marque, avec ce que tu fais et puis tu peux impacter les gens, tu vois? C'est, ça qui est quand même très, très cool. Le fait de te dire: «J'ai aidé tant de personnes» ou, «Grâce à moi, les gens sont devenus, tel truc», bah, c'est très, très cool, quoi. Et donc c'est même très gratifiant. Et on va pas se mentir, sur l'échelle de Maslow, quand on est, en haut de la pyramide là, c'est quand même, très, très sympa. Et donc du coup, il y a un petit peu de ça, je pense. Mais un truc très, très, un truc tout con, mais par exemple, bon, moi, ça, c'est un peu ma problématique du moment, j'ai Mmh. 22 ans. Par exemple, quand tu rencontres des gens Les sur, meufs. Tinder, et voilà, les meufs, rencontres Tinder et cetera, Allez, tu leur allons-y, dis partons dans la partie meuf. Allons-y, allons-y. la partie la plus intéressante. Mais typiquement, tu rencontres une meuf et tout, tu lui dis que tu taffes et tout ça, que tu es entrepreneur, que tu es indépendant ou voilà, ça leur fait ni chaud ni froid. Parce qu'en fait, je pense que, je pense que je suis pas dans l'âge où ça devient intéressant, ça devient important, Ouais, intéressant. Je pense que c'est plus vers 25-26 ans quand ça les gens arrive vont se dire après. Mmh. voilà, c'est ça. Après les En études, fait, parce que là, pour l'instant, à cette tranche d'âge-là, je crois que les gens, ils sont pas encore fed up du boulot ou le mmh, fait d'avoir un job qui soit intéressant, n'est pas une ils s'en problématique foutent. première, tu vois? C'est ça, c'est les vacances, c'est, faire un 1er taf, gagner un petit peu de sous. Voilà, Et je pense que limite, en fait, quand à cette époque-là, c'est plutôt: «Ah, tu as un 1er CDI, cool, félicitations frérot», c'est ça. et la majorité des gens de ton âge, de toute façon 22, ils doivent être encore en études, et Mmh. voilà, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Il y a très peu de gens qui ont des CDI. Quand c'est un CDI, bah, des fois, c'est pas des CDI dans des boîtes, que tu aimerais, enfin, c'est pas des CDI de fou. Et voilà, les gens sont hyper contents et ce qui est très bien, un CDI, c'est top, tu vois? Ça te protège enfin, c'est une protection pour l'emploi et tout ça. Mais c'est en général, c'est pas des métiers de ouf, tu vois? Et en fait, j'ai l'impression que, 2-3 ans après qu'ils ont trouvé leur 1er taf, bah, ils y reviennent, tu vois? Ils sont en mode, «Ouais, j'aurais peut-être, dû faire autre chose» ou alors Oui, c'est pas bah, le CDI de mes c'est rêves, dans cette tu vois? période-là, effectivement, où, C'est là où ah là, bah, tu te ouais, démarques, tu vois? toi, tu t'amuses dans ton job, putain, tu es passionné par ce que tu fais, c'est intéressant. Et du coup, la passion que tu dégageras aura certainement beaucoup plus d'impact, Mmh. le marché qui sera certainement, morose, des jeunes cadres dynamiques comme on les appelle, en France, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis c'est un peu, Mais ce après, qui ce enfin, tu qui me verras ouais. aussi, tu reviendras de dater sur Tinder parce que tu vas trouver malheureusement, tu vas trouver des gens qui sont dans un moule, dans un truc et Mmh. tu trouveras pas forcément des gens avec lesquels bah, toi, tu aurais, j'imagine, tu as envie de pouvoir matcher et connecter directement avec des gens, Mmh. beh, qui eux aussi, sont passionnés ou ont des envies, ont des projets, construit des trucs en parallèle de ce qu'ils font et bah, le mass market, c'est pas ça, quoi. Donc Exactement. Tinder, oui, tu vas peut-être baiser un petit peu, oui, tu vas peut-être rencontrer des gens un peu sympas, mais si tu veux vraiment rencontrer des gens qui partagent cette vibes que tu as, c'est pas sur Tinder que tu vas les trouver, quoi.
C'est ça. Ou en tout cas, très, très difficilement, hein. Je pense que ce sera, par pur hasard, Bah, mais c'est des très perles, compliqué de quoi. Ouais, trouver. voilà, c'est ça, c'est Ouais, trouver des c'est ça. perles un peu perdues, ouais. C'est ça. Et ouais, juste pour revenir sur la partie, cadre de vie, tu vois, CDI, tout ça, moi aussi, c'est ce qui m'inciterait, par exemple, à prendre un CDI dans la boîte dans laquelle je suis. Parce qu'en fait, la boîte, ça se passe hyper bien, les collègues sont top et tout, l'écosystème est vraiment trop bien. Mais prendre un CDI à temps plein, je sais que c'est pas possible de cumuler ça avec un taf, tu vois, pour développer mon activité et tout, c'est juste pas possible parce que là, actuellement, je sens que je suis freiné, que je sens par exemple, enfin, je suis fatigué, tu vois, genre le soir, tu vas au sport, tu as pas envie de faire des vidéos à 23h, quoi, tu es juste claqué. Mmh. Et donc, j'aime tellement, enfin, moi, j'aime vraiment trop l'ambiance, l'écosystème et tout ça, que tu t'entends bien avec les gens. Tu te dis, putain, j'ai pas envie de quitter le taf, tu vois. Et donc, là, ce serait peut-être l'opportunité de trouver un CDI. Et donc, c'est pour ça que le mi-temps, ce serait incroyable, parce que le mi-temps, tu gardes le cadre du salariat, c'est-à-dire que tu as Bah, tous les ça avantages dépend d'être s'ils salarié. peuvent avoir un tu dev, de toute façon, là-bas? Ouais, c'est ça. Ça dépend si un dev à mi-temps, ça leur va? Ouais, c'est ça, donc ça négocier, tu vois? C'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais si ça peut être possible, pour moi, c'est que des avantages parce que ça permet d'avoir un cadre de vie, et tu as la moitié de ton temps qui est encore libre et donc bah, franchement, travailler, comment dire? Avec un petit salaire, donc forcément puisque ce sera un mi-temps, mais que les demi-journées et le reste de la journée, tu peux aller faire du sport, tu peux aller faire un footing, machin, tu peux aller partout où tu veux, c'est trop bien, quoi et donc tu peux, régler Là, tu un es petit peu ton déjà un quotidien. plus avancé, mais bon, c'est pas étonnant non plus vu que tu as eu des réflexions très tôt sur plein de sujets. C'est, Mmh. si l'argent n'est pas le seul critère, qu'est-ce qui me rend heureux? Moi, j'appelle ça mon framework du bonheur parce que bon, je suis un peu un techos aussi, initialement, on va dire. Et donc, j'ai appelé ça mon framework du bonheur. J'en ai fait une formation qui est dispo dans la tribu. Bien évidemment, la tribu, le club d'entrepreneurs sur le web, c'est disponible juste en dessous. Laissez votre email et vous découvrirez comment la tribu peut vous aider à transformer votre vie et votre business. Bref, du coup, j'en ai fait une masterclass dans la tribu et j'explique qu'aujourd'hui, peu importe ce que je fais dans ma vie, je me suis rendu compte qu'il y avait trois composantes essentielles. En fait, que je me lève le matin et je sois heureux. Tu vois. OK. Et en Tu veux dire fait, 3 trucs à peu toi imp- personnels ou pour, tout le monde? non, pour moi. OK, Mon framework du bonheur. d'accord. Et en fait, peu importe le projet. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que s'il y a ces composantes-là, même sur un projet e-commerce qui me passionne pas, alors ça va, je me lève le matin. Ça m'est arrivé pendant plusieurs semaines d'avoir des rendez-vous SAV comptabilité le matin. Je me levais à 6 heures pour faire les rendez-vous compta avec le décalage horaire et j'y allais avec la patate, tu vois? Et les 3 D'accord. composantes, en fait, c'était, d'avoir un objectif qui me dépasse, quelque chose vraiment qui me drive et je me dis: «Oh, est-ce qu'on va vraiment réussir à faire ça, à atteindre cet objectif?» à tu sais, passer ce niveau dans le jeu vidéo, quoi. On est vraiment Un dans objectif, atteindre un truc incroyable. chiffré financier? Chiffré, financier, mais également en termes de vision. Construire un truc, D'accord. construire une vision de moi, là où je me vois pas encore être, tu vois? D'accord, mais je veux dire, c'est très, quantifiable ou c'est quand même ça peut être des objectifs, comment dire? Genre, si je veux dire me sentir heureux, tu vois, c'est un objectif qui est très, non quantifiable, quoi? Non, c'est Ou c'est juste quantifiable. Il faut que ça soit d'accord. quantifiable parce qu'il faut que je puisse voir un avant-après. Oui, OK. Donc, construire une boîte de 30 personnes, nous, là, OK. pour le coup, c'était atteindre 1 000 000 € de CA, c'est Mmh. d'avoir un truc, tu te dis: «Je suis pas sûr que je vais y arriver, mais viens, on essaye d'y aller», tu vois? OK, OK. C'est la Point première numéro un. composante, ça. Point numéro un. Point numéro 2, le faire avec des potes. Le faire avec des potes avec lesquels tu t'amuses, Mmh mh. avec lesquels tu kiffes, que même si c'est la merde, tu es pas tout seul. Et du coup, ça change tout. Pendant très longtemps, moi, j'ai travaillé tout seul. Dans tous les projets que j'ai développés, je travaillais tout seul. Et ça fait 1 an où j'ai vraiment commencé à m'ouvrir, à donner des parts sociales de mes boîtes et à vivre ce projet à plusieurs. Ça n'a Mmh rien mh. à voir. C'est c'est Ah mais j'imagine. c'est le kiff. Enfin moi, quand je compare genre travailler tout seul ou travailler par exemple avec Brian, avec qui je m'entends très bien. En fait, quand tu Ouais. t'entends très bien avec quelqu'un, des collaborateurs et tout, travailler ensemble mais c'est trop bien quoi. Même à distance ou en physique et Et c'est que enfin, du ça plus. aide à passer les moments compliqués, ça aide à partager la vision, tu te nourris du truc. Bref, moi, ça m'aide vraiment. Et la Mmh. troisième composante, c'est qu'il faut que j'apprenne un truc, il faut que je suis en level up personnel sur un sujet. D'accord. Donc, Il il faut faut que, à la fin du projet, donc, en général, je fais plutôt des trucs sous un sprint de 3 mois, maximum, tu vois? C'est la target sur laquelle je me fixe mes objectifs. mmh mh. Il faut qu'à la fin du 3 mois, il y a eu un step up sur un truc, tu vois, dans ma vie. Et je me suis OK. rendu compte que alors oui, par exemple, je prends beaucoup plus de kiff à faire du coaching, du mentoring, des choses comme ça,
que développer un store en dropshipping, tu vois, par exemple. Mais si je développe un store en dropshipping dans mon framework du bonheur, alors ça va. Tu vois. OK, je vois. Peut-être pour une période plus courte que un truc qui pourrait être beaucoup plus passionnant, mais alors ça va. Et du coup, c'est un peu ça dont tu parles. C'est-à-dire que, OK, moi, je pourrais prendre un job de salarié et gagner 1/10 de ce que je fais en revenus mensuels. Par contre, putain, j'adore, les potes, le karting, le week-end, les relations qu'on a construit, l'ambiance, le partage de travail et donc du coup, tu es dans des problématiques qui sont bien plus importantes que: «OK, combien ça me rémunère?» tu vois? Exactement, c'est ça. Moi, tu vois, enfin, je commence à un peu plus la voir. C'est-à-dire qu'en gros, là, j'arrive à un moment où, en fait, avant, j'avais des opportunités et ça a commencé à grossir, où je disais souvent oui, tu vois? Donc, rémunéré un peu, moyen, Mmh. beaucoup, tu vois? Je disais: «Oui, oui, 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 prenez, enfin, je prends, je prends, je prends» Et et maintenant ensuite, là, tu maintenant, choisis. j'arrive à un moment ouais, voilà, ça, où j'ai un peu trop d'opportunités. Ah, je veux commencer à prioriser, tu vois? Et donc à mettre les trucs qui est un peu moins bien de côté, tout ça et même de refuser, par exemple, des partenariats, des choses comme ça et ça c franchement ça change de fou, le kiff quoi et aussi je discutais avec, Shubham, un autre Mmh. youtubeur qui fait des vidéos sur, Notion et sur de l'automatisation, des choses comme ça et lui ce qu'il me disait c'est que par exemple, en fait, tout a un prix et donc imaginons, tu es à un niveau où tu es pas non plus, hyper, avancé, financièrement tout ça et que tu as quand même besoin de sous, mais que tu as pas envie de bosser avec une boîte, bah, tu as juste à mettre un prix tellement élevé qui va être pour toi un prix bonheur. Donc c'est-à-dire que si tu veux pas faire un partenariat pour une marque, bah, tu vas dire, bah, vidéo sponsorisée, 4 000 balles et si la personne dit oui, bon, bah, tu vas te dire: «Bon, bah, franchement à 4 000 balles, je le fais, c'est cool», tu vois? Et sinon, bah, tu fais pas et puis tant pis, quoi. Et puis next. Donc je pense voilà et puis next. Donc du coup, ça veut dire que si par exemple, voilà, vous êtes freelance, ça se passe bien et tout, mais vous voulez avoir un peu plus de taf, mais que vous avez une offre, d'une boîte qui vous plaît pas trop et tout ça, bon, bah, pricez-vous vraiment cher cette fois-ci. Au pire, vous allez peut-être négocier si vous voulez ou pire, bah, la personne vous prendra pas et puis c'est tout et donc Ah, voilà, donc maintenant j'ai un faut qu'il y ait du bonheur dans le truc. Et ce qui est très ouais. intéressant du coup dans ta réflexion, c'est que tu en es déjà à, qu'est-ce qui me rend heureux? Sur Mmh. un point de vue global et que même l'argent a un prix. C'est-à-dire que parfois, il vaut mieux gagner moins et être, par exemple, plus heureux, émotionnellement plus stable et cetera. Mmh. Moi, pour, développer des trucs de plus en plus gros, je sais que ma zénitude, ma paix émotionnelle a un prix et il y a des montants sur lesquels je suis pas prêt à aller parce que, OK. parce Tu veux dire que que tu es non. pas prêt à vendre quelque chose à ce prix-là parce que tu te sentirais pas Non, aligné, par machin? exemple, en ce moment, on est entre 200 et 400 000 € par mois, OK. de vente. Il y a des paliers sur lesquels, avec la structure actuelle, j'irai pas. Parce Que tu ne que, tu vas pourrais pas aller où? exploser en vol, parce que ça va être beaucoup de stress, beaucoup de rush, Ah beaucoup de d'accord, points de OK. friction. Il faudrait refaire le véhicule pour pouvoir y aller dans des conditions différentes, beaucoup plus saines, par exemple, D'accord, OK. tu vois? Là, tu as peur de pas pouvoir contrôler, de Ah, pas c'est pas pouvoir, peur, c'est stressant de ouf, ouais. typiquement, on a scalé sur une structure, dropshipping. Mmh J'ai, mh. pas du tout le contrôle, ou j'ai un contrôle qui est très, tu sais, il y a un délai de malade avec, Mmh. le contrôle qualité et le contrôle logistique. Je maîtrise pas ma chaîne complète. Je ne scalerai pas plus que mon objectif, c'est de faire 1 000 000 par mois. Je vais faire mon 1 000 000 par mois juste pour dire, «C'est bon, je l'ai coché» et je vais downscale, améliorer complètement le navire avant de repartir. Parce qu'à OK. 1 000 000 par mois avec la structure actuelle, tu pètes un câble, D'accord. Ouais, en fait, par tu sentirais exemple. que c'est pas clean, c'est pas propre, c'est pas À un moment donné, ça t'apporte beaucoup trop de points de stress qui sont pas pertinents. d'accord. Mais voilà, et en fait, tu «gâches» entre guillemets du temps ou du niveau de bonheur, pour un résultat qui ouais, clairement, dire, Oui, que 100 tu 000 fasses € 400 000 de ou chiffre ou pas, ça change pas la c'est pas ça qui change ton niveau de bonheur ou pas, tu vois? Par contre, si exactement. tu les fais, tu vois, genre 250 K par mois de vente, tu les fais, tu es à la cool, tu bosses 4 heures par jour, 6 heures par jour, ton équipe est bien huilée, ça bosse bien et tu fais 100 000 de plus, mais tu es stressé comme malade, tu cours partout et tu mets, plein de casquettes, ça vaut aujourd'hui, j'en suis au niveau où ça vaut pas le coup, tu vois? OK, bah, je te rejoins totalement. Enfin, c'est ce truc-là de dire, bah, tu fais tes petites journées, tu es bien, mais au début, je pense qu'au début, on a besoin de hustle, tu vois? D'y aller, à fond, de se faire des journées de ouf,
faire des nuits où tu te couches à 3 heures et tout pour pour le vivre. Et ensuite, tu te dis, oh, je respire un peu. Mais même Et plus c'est tard, là hein, où... regarde, moi, si tu Ouais. veux, ça fait 5 ans déjà aujourd'hui. Et là, je prends la décision en ce moment de bosser comme un malade pour aller faire l'objectif. Mais peut-être Mm. pour mieux en revenir ou pour passer ce palier et puis voir après comment je me comporte. Mais il faut que ça soit une décision. Il faut que ça soit conscient de, Ouais. OK, quel est justement le prix Choisi. à payer? Quel est le prix à payer D'accord. pour cet objectif? Ouais, Demain, en tu fait, veux toi, gagner 50 000 € par mois? OK. C'est quoi le prix à payer? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en Mm. place? Qu'est-ce qu'il faut que je développe? Quelle est la personne que je dois devenir pour obtenir ce niveau de résultat? Mais ton niveau de résultat est corrélé du coup à ton niveau de bonheur que tu as, bah, fait que tu acceptes de faire des grosses journées, faire des trucs assez vénères et tout ça, en ce moment, je veux dire. Le niveau de bonheur est en tout cas, mon niveau d'épanouissement personnel, mon niveau d'apprentissage et mon niveau de stabilité émotionnelle, stabilité mentale, j'appelle ça, est aujourd'hui dans les conditions de, ça plus ça plus ça égale, je le fais ou je le fais pas, tu vois? Et Mmh. ça en fait partie. Et il y a des fois effectivement donc, par exemple comme là, je fais des journées qui sont assez remplies. Là où, par exemple, il y a 9 mois, j'avais, délégué une grosse partie de mon activité et je bossais, moitié de la journée, beaucoup de sport, beaucoup de siestes et c'était cool, tu vois? Et beaucoup de Mmh. coaching, je prenais beaucoup de coaching. Là, j'ai pas de coaching et j'ai pas le temps pour faire du coaching et j'ai quand même gardé quelques coachings de groupe, avec mes groupes dans la tribu, mais c'est tout et c'est très, très focus sur l'opérationnel et faire le taf parce qu'il y a besoin, tu vois? Si je me suis rendu compte que, bah, voilà, quand tu as une boîte qui est en pleine croissance, tu es en plein scaling, faire des recrutements, c'est compliqué, ça coûte beaucoup d'argent Mmh. quand tu te plantes de recrutement, enfin, ouais, c'est d'autres problèmes, tu vois? Mais Et il y a ouais, un prix à justement, payer, quoi. mais justement, ouais, si par exemple l'année dernière, tu faisais des demi-journées, est-ce que ce niveau de bonheur avec le sport et tout n'était pas, plus élevé que maintenant? C'est différent Ouais. et C'est comme plus toi, je challengeant suis et du coup, c'est plus je suis challengeant et c'est ça qui te tire? je suis très extraverti. J'ai besoin de vivre des trucs qui sont très différents et Mmh. donc je pense qu'on vit plusieurs vies dans une vie et que, c'est juste à un moment donné en décision, en conscience de dire: «OK, je veux me lancer cet objectif-là, je veux essayer de pousser la boîte jusque-là pour peut-être derrière, là, j'ai commencé à préparer mon tour du monde pour l'année prochaine, par exemple, tu vois? Donc c'est vraiment des phases de vie où tu te dis: «OK, là, j'ai envie Mmh. de seul, j'ai envie de construire un truc, je vais construire ce truc et puis après, j'ai envie de jouer au golf, pendant 6 mois». Et D'accord. les revenus que j'ai mis en place, le business que j'ai mis en place me donne l'opportunité d'avoir le choix, tu vois? Donc Mmh. le niveau de Ouais, bonheur c'est des que je phases, quoi. prends Tu eu ta phase un en peu voilà, light. en construisant comme un bâtisseur est un niveau de bonheur très intéressant. Complètement Mmh. différent du niveau de bonheur que j'avais quand je bossais moins, tu vois? Mmh Mais mh. c'est d'autres choses, d'autres conquêtes, Ouais, et je puis dirais. la vie est longue, hein, tu as le temps de faire, plusieurs phases, Frère, plusieurs si moi je cycles suis de jeune, toi lent, tu es rapide. hyper jeune, tout va Ouais, bien. Et c'est ça aussi, je pense, qui me fait kiffer. C'est, enfin, quand tu vois en ce moment Richard Branson, 70 ans, qui fait du vélo, qui fait du tennis, qui fait encore des trucs de j'adore les ouf stats. et qui, d'un Non, point c'est de pas vue lui. business, se dépasse encore tout le temps. Moi, c'est ça que je vise. C'est je me dis: Mmh. «À 50 ans, quel est le projet fou que je lancerai à 50 piges?» Parce Mmh que mh. j'espère que Mmh. toute ma vie, je continuerai à lancer des projets. On s'est éloigné, on va revenir un petit peu sur ton interview quand même. Est-ce que tu penses qu'être jeune, ça a été une barrière dans ton parcours et comment est-ce que tu as utilisé cette jeunesse pour en faire une force? Moi, je l'ai pas ressenti comme une barrière, mais justement plus comme une force, dans le sens où, tu peux très vite, comment dire? Tu as une force d'itération qui est très, très rapide. Tu peux, assimiler aussi très vite, mettre en place très vite. En fait, je pense qu'on a une force qui est la rapidité, et qui est comment dire? La vivacité d'esprit. Donc, quelqu'un, qui va être, plus ancien, je pense qu'il sera moins apte à s'adapter. Je pense qu'un jeune peut très vite s'adapter. Et en fait, on peut s'adapter sur plein de niveaux, c'est-à-dire en termes de niveau et intensité de travail, mais aussi, de la vie en général. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aurais aucun souci à baisser mon niveau de vie, à, manger, que des pâtes et tout ça. Alors que quelqu'un peut-être qui a 50 ans, qui a vécu, 10 ans avec, un certain niveau de vie, ça sera peut-être plus dur pour lui, je pense, de redescendre à un niveau, de galéritude, de, bouffer des pâtes et cetera, boire que Mmh. de l'eau, pas de Starbucks et tout ça. Donc je pense qu'on s'adapte vachement et c'est ça, je pense notre vraie force, c'est s'adapter. Et puis aussi, tu vois quelqu'un de 40-50 ans, bah, il va être pas fatigué, tu vois? Mais bon, il a fait sa vie et il a peut-être moins envie de hustle et d'y aller. Quand tu es jeune, bah,
as la niaque, tu vois, tu as envie de bosser et tout ça, tu peux très bien te faire des nuits de 4-5 heures et d'enchaîner des jours de travail. OK, c'est pas agréable et tout ça, mais c'est possible et donc si ton projet en vaut la peine, si, le niveau de bonheur qu'on a dit, est très cool, à cette période-là, bah, ça peut le faire, tu vois? Donc je pense, c'est plus niveau d'adaptation. Je pense que tu as un peu le même avis, à mon avis, sur ça, non? Ouais, 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 enfin, dans tous les cas, on a tous nos motivations, qui sont propres, mais moi, j'ai eu longtemps le problème de pas être crédible ou sérieux, surtout qu'en plus j'étais commercial et que j'avais des gens en face qui étaient beaucoup plus âgés et solides. Mais Mmh. au bout du compte, si voilà, si j'avais pu commencer 10 ans avant, j'aurais commencé 10 ans avant, hein. Ce que tu es Ouais. en train de construire aujourd'hui, les actifs que tu construis aujourd'hui, sont peut-être des actifs qui te paieront à 50 ans. Moi, Mmh. je faisais des vidéos tous les jours, tout le monde s'en battait les couilles, j'avais pas de j'étais le seul en commentaire et je me souviens 2016, fin 2016, je fais un statement où je dis, «Dans 2 ans, ma chaîne YouTube sera mon plus gros actif et c'est ce qui vaudra le plus d'argent» et bon, c'est toujours plus lent que ce que tu as envie, ça a toujours moins Mmh. d'impact que ce que tu aimerais, mais dans les faits, on est toujours là et on est en train de faire ce podcast et on a interviewé des gens incroyables et on a fait, Mmh. des centaines de milliers de vues sur, les mois qu'on passé, grâce à ces interviews donc Mmh. c'est beau quoi, tu vois? Ouais et Faut puis tu voir as le jeu créé long plein terme, quoi. d'opportunités aussi. Tu es allé voir, plein de gens, tu as contacté, bah, plusieurs millionnaires et tout ça. Enfin, c'est des trucs de ouf, tu vois? En fait, c'est des fois, c'est tout con, mais ça tient, bah, à un contact, une demande d'ajout, envoyer un Ah message, ouais. proposer un truc. C'est en fait, faut vraiment pas avoir peur d'être la personne qui propose et ça, c'est dans tous les domaines, mais encore enfin, c'est très vrai dans la vraie vie, tu vois? Si par exemple, dans la vraie vie, tu es dans un groupe de potes où tu as toujours un qui propose et jamais les autres, beh, soyez la personne qui propose et même, avec dans le réseau professionnel, soyez la personne qui propose: «Viens, on va boire un verre, on discute de ton business, on fait un truc», on organise un truc tout bête, mais par exemple, l'année prochaine, là, j'aimerais organiser avec un pote sur Bordeaux un événement entrepreneur où on serait une petite dizaine et on se rencontre, on parle un petit peu de tout, tu vois? Donc une semaine, une maison sur la mer et tout ça mais en fait, faut juste voilà, c'est un peu d'organisation, comment dire? Faut se bouger les fesses, mais une fois que c'est fait, enfin, tu gardes un souvenir, tu as créé des relations avec les gens, enfin, c'est ouf, tu vois? Tu as plein d'opportunités qui se créent. Pour amorcer ça, j'ai un challenge pour toi. Challenge que moi je me suis donné quand j'ai commencé, que j'étais salarié à Paris. Mmh mh. J'ai commencé à faire un networking par mois. Tous les mois, j'organisais un Ah ouais networking qui s'appelait, et donc tu les l'organisais apéros. toi-même? Ouais, C'est les ça, c'est apéros 2.0. Enfin, au début, tu sais, c'était un message sur Facebook, tu essaies d'inviter trois mmh quatre mh. potes et de le partager, tu vois? On a fini à faire OK. des événements à plus de 100 personnes, C'est et du coup, en anticipation de ta maison l'année prochaine, mmh mh. un événement par mois, le même bar, la même date, tu vois? Moi, c'était à Bangkok, c'était le dernier jeudi de chaque mois et donc Mmh le mh. dernier jeudi de chaque mois, alors oui, bien évidemment, quand Stan est venu, quand Théophile Hélier est venu, on a fait un peu plus d'entrées que d'habitude. On a réussi à faire jusqu'à 60 Français à Bangkok Ah ouais, sur c'est un énorme. événement networking. Mais tu as créé un vrai événement où les Mmh. gens, il y en a qui ne rataient le jeudi pour rien au monde, tu vois? Mmh mh. Et toi, finalement, bah, tu es l'électron qui relie tous ces gens-là et bah, les gens t'écoutent et tu as de la visibilité et toi, tu kiffes parce que dans tous les cas, moi, les networking que je créais, c'était d'abord ce que j'avais envie de vivre et d'être. Moi, j'avais envie d'être là avec des potes, rencontrer des gens et kiffer et discuter et boire des Mmh. coups et c'est ce que je faisais, tu vois? D'ailleurs, la majorité des événements, c'était en plus à cette époque-là, on était vraiment dans le hustle. En général, c'était ma sortie de la semaine ou presque, tu vois? Hem et Ouais, fallait que tu te heu défonces. et je finissais bourré. Ah ouais, je finissais bourré, à moitié saoul, à raconter des histoires qu'il fallait pas raconter, tu vois? Ouais, je vois. Mais c'était le kiff et donc voilà, si tu veux prendre Mmh. le challenge, là, jusqu'à ton événement et Mmh. du coup, tu fais un event comme ça, tous les mois, même bar, même truc, machin, ta petite com classique et à chaque event, tu dis: «Bah, voilà, on a rendez-vous, le mois prochain et cetera à l'event et rappelez-vous, en fin d'année, on a une maison, le siège coûte X, centaines, milliers d'euros, il reste 3 places» et tu Ouais, finiras par c'est remplir naturellement, ta maison sans faire de com, uniquement mmh. en faisant ton petit événement de kiff, et un truc que j'aurais fait et que je ferais différemment, c'est de faire par contre, les événements payants. Les networking, j'aurais su, je les aurais fait payer.
je pense. D'accord. Tu aurais fait, genre, juste pour passer l'entrée, c'est-à-dire juste qu'il y a un filtre de personnes et les gens Ex vraiment e pas, intéressés? Exactement, Ouais. exactement, ouais et j'ai tellement mis d'heures, d'énergie, d'envie que ça se passe bien, que, au final, moi je me retrouvais à chaque fois à perdre de l'argent à Mmh. investir, dans les événements, que ça soit parfois, bah, déjà toi pour tes propres consos ou pour payer un verre à quelqu'un ou, pour, ce que tu veux et je me retrouvais, à dépenser de la thune. Alors que si on avait ne serait-ce que, je sais pas, 5, 10, 15 €, tu vois? C'est tout voilà, con, mais 15 balles par personne, 20 balles par personne, tu peux faire venir quelqu'un et le payer. Tu peux offrir des bouquins à tout le monde. Ah, je sais pas, mmh. tu as une idée, tu te dis: «Ouais, je vais offrir un bouquin qui m'a vraiment impacté», heu, j'en sais Ouais, rien. l'expérience d'après du mec qui vient, elle est tout autre, quoi. Et puis, en fait, même 15 balles, on s'en fiche, pour une soirée, c'est pas Tu peux créer plein de choses. Tu peux mmh. créer plein de choses si tu as un peu de budget et moi, il y a plein de choses que j'avais envie de faire que j'ai pas fait parce que, c'était pas le but, tu vois? Ou ça m'aurait fait mettre en déficit sur l'activité alors que ça n'avait aucun sens. Mmh. J'aurais pu faire des trucs plus cool si on avait Super un bonne peu de idée. thunes et donc je pense qu'à Ouais. refaire, je le ferai payant. Il y en a un à OK, Paris bah, qui très bonne marche, idée, hein. très, très bien, qui est Benjamin, son pseudo sur les réseaux, c'est Benjamin JDEL. Et lui, il est dans l'immobilier et dans le business, et là, il s'est vachement développé dans le business en ligne et il a appris les networking et il fait un networking par mois payant, il remplit à chaque Ouais, fois ouf. Ouais, c'est insane. et il a pu faire venir des sacrés invités, avoir du poids et machin Mmh. et faut pas le faire avec l'objectif de faire une activité rentable. Faut le faire dans un objectif de faire une activité break even, mais break even en faisant des cadeaux, break even organisant des événements cool ou break even même en prenant une assistante qui va Mmh. t'aider à organiser le truc, à faire que ça se passe bien et cetera. Ouais, mais comme tu Heu, dis, il faut que ce soit une expérience cool pour toi avant toi-même. Si tu le fais, c'est parce que tu as envie de kiffer toi-même, donc faut que ce soit un exactement, mmh. exactement. Bon alors je te dis ça et puis le dernier événement que j'ai fait pour la tribu, je suis à perte de 3K parce que forcément, les gens ils ont Ah, bouffé des huîtres et tout, tu vois? après Mais tu loues les lieux aussi. Là, tu louais carrément, là, on a les salles, loué, non? une villa, on a loué un truc, un machin, Ah ouais. et on s'est fait plaisir. Mais Mmh. voilà. En tout Et cas, l'expérience était ouf. du Enfin but ça pour créer l'expérience et se faire kiffer, je pense que c'est hyper, hyper important. mmh mh. Bref, on s'est éloigné, il y a plein de trucs, qui ont beaucoup moins de sens, qu'on revienne dessus, donc on va les passer. Juste petite question, ça fera un peu de putaclic également. Tu as combien de sources de revenus aujourd'hui? Combien de sources de revenus tu as réussi à créer? Est-ce que tu t'es déjà amusé à les compter? Ouais, je les ai à peu près comptés. Le problème, c'est que, par exemple, est-ce que l'affiliation est comptée comme une source de revenus ou est-ce que chaque affiliation est une source de revenus? Je dirais Hem, que chaque affiliation est plus ou moins une source de revenus. Après, si c'est 50 balles, bon, bah, on s'en fout un peu, mais ouais, ça. Bah, grosso modo, si je dois, quantifier par grosse source, c'est-à-dire que des sources qui vont rapporter plus de 100 € en tout cas, plus de 100 ou 150 € par mois, bah, je dirais que je suis même, plus enfin, ouais, tu vois, à partir effectivement de 1 000 € par an, ça devient déjà intéressant, je pense, ouais. ouais, alors plus de 1 000 € par an, je dois être à 12 ou 13 sources de revenus, un truc comme ça. C'est bien, hein? Donc c'est ouais, ouais, c'est vraiment très, très cool et alors justement, j'en avais parlé avec un entrepreneur sur Paris là, je sais plus son prénom, mais le fait que enfin, en gros, moi, je pense avoir, trouvé une corrélation entre son nombre de sources de revenus et ses revenus. En fait, j'ai l'impression que moi, quand j'ai commencé, j'avais, 2-3 sources de revenus, donc Udemy, je faisais, coursier à vélo et YouTube et du coup, je me suis dit: «En fait, en rajoutant des couches en plus, c'est ce qui fait que, bah, forcément la moyenne va faire que c'est stable mais du coup, si je fais grossir, chaque élément, ça fait que ça va grossir beaucoup plus vite, comme si tu gonflais, 8 ballons au lieu de gonfler un seul ballon et OK. donc pour moi, ça vraiment j'avais un peu cette sensation-là et donc première année, de micro-entreprise, j'avais dû faire, enfin non, la première, elle a fait 5 000 € de chiffre d'affaires, la deuxième 15 000, puis 30, puis là, cette année, je vais terminer à 50, enfin là, je vais terminer à 60-65 à peu près et donc voilà, une super année, je suis très content et là, j'ai jamais eu autant de sources de revenus. C'est-à-dire que année après année, c'est plus ou moins proportionnel par rapport au nombre de sources de revenus. Donc je verrai bien si dans 2-3 ans, en ayant peut-être, j'espère, 20-25 sources de revenus, est-ce que ce sera autant ou est-ce que ce sera juste plus stable? C'est possible. Il y a du Hem, 20-80, je pense. À un moment donné, le mmh, problème, c'est qu'à vouloir diversifier trop, tu mets peu d'énergie ou pas assez d'effet de levier. J'en suis revenu. J'en suis tu en es revenu. revenu, ouais. Tu avais testé ça justement? Le fait d'avoir plein de produits, Ouais. plein de trucs?
Je voulais tout OK. faire, tout avoir, tout truc, tout machin. Au final, tu fais tout à moitié, le truc se casse Mmh. la gueule et se pète la gueule au bout de 3-4 mois et tu plus rien. Alors que si tu mets bon gros coup à un endroit et que ça paye très, très fort, c'est peut-être beaucoup plus rentable. Mmh. Après ça va encore jouer des tempéraments parce que moi j'ai des potes qui sont, très focus, qui ont un seul business et qui ont pas du tout le syndrome de l'objet brillant, qui sont pas du tout intéressés. Et puis moi je suis très, très, moi j'ai un business dans l'alimentation, tu vois? Dans la Ah diététique ouais? donc si tu veux, OK. En j'aime être e-commerce par toujours? non, non, on vend de l'infoproduit pour le coup, mais OK. Ah ouais. ouais, parce Mon que en métier, fait, je si suis un tu peu vu veux, dedans. je découvre des opportunités, je me dis: «OK, on a toutes les compétences, pourquoi pas?» Et mais je pense que c'était une erreur ce mindset-là parce qu'effectivement, tu es plutôt dans le FOMO, tu es plutôt dans la perte de l'opportunité que dans: «OK, comment est-ce que je peux réellement apporter une plus-value?» Et du coup, faire vraiment un gros effet de levier. Et aujourd'hui, je suis plutôt sur le gros effet de levier plutôt que la diversification. Tu vois, typiquement, au niveau de mon portefeuille, d'investissement, par exemple, comment est-ce que ça s'est fait? Bah, ça fait que, en gros, j'ai, ma crypto à 2 endroits. Sur la Mmh. blockchain, du Waves, l'écosystème du Waves et Bitcoin, Ethereum, point barre. Alors qu'avant, j'essayais d'avoir un billet sur tous les trucs et même si le projet il fait x10, on s'en bat les couilles. Tu as tellement un tout petit parti de ton portefeuille que c'est n'importe quoi. Et Mmh donc mh. la diversification, oui, mais uniquement si elle a du sens, si elle est logique et si le 80-20 sur l'activité principale aurait pas été plus rentable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire je qu'il vois. faut vraiment Si tu as vraiment un réfléchir, gros effet de levier, après je pense que tu as aussi tu es dans un domaine où toi, c'est vraiment très lié à l'Ads et donc en fait, souvent mettre un billet de plus, c'est ce qui fait que faire du chiffre d'affaires en plus, quoi. Et quand tu as des domaines où par exemple, bah, moi typiquement c'est ce qui se passe. Moi je peux pas trop appuyer sur, la pub, enfin en tout cas je l'ai pas encore fait, mais c'est un des projets 2022, c'est vraiment faire de la pub. Bah, en fait, moi, par exemple, rajouter juste un lien d'affiliation, c'est ce qui va peut-être me faire, 100 € de plus par mois, tu vois? Et c'est ça mmh. pour moi rajouter une nouvelle source de revenus et pourtant ça me coûte pas plus de temps, plutôt qu'un nouveau produit et cetera. Donc je pense que ça dépend des types de Tu vois, la business. la 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 question, ça serait par exemple, est-ce que je fais 3 contenus supplémentaires qui vont me permettre de vraiment faire exploser mon partenariat avec une marque ou avec un soft? Ou est-ce que je Mmh. lance un nouveau soft? C'est ça, ça ce Tu vois? serait la très bonne question, mais Tu vois, la réflexion en termes de 80-20, elle serait plutôt à ce niveau-là et après je pense qu'à un mmh, moment donné, effectivement, ça se pondère et ça se développe. Aujourd'hui, moi, je suis ouais. plus dans, comment est-ce que je recrute un directeur pertinent qui va pouvoir travailler sur ce sous-projet, que moi je me dégage complètement et que ce projet quand même fasse du chiffre. Très grosse problématique. Là Tu vois? et là, Ça c'est encore plus, c'est là, c'est niveau responsabilité plus, quoi, donc ça Ouais, mais là, c'est là où ça devient cool. C'est-à-dire que tu vois, toutes les idées typiquement, moi, j'avais envie de faire une chaîne YouTube de tutos sur toutes les plateformes, de création de tunnels de vente, par exemple, tu vois? Tu fais une chaîne OK. YouTube qui s'appelle, Tunnel de vente expert. «Bonjour, je m'appelle, Robert, je fais des tunnels de vente depuis, 10 ans et on va décortiquer tous les logiciels de tunnels de vente». Les logiciels de tunnels de vente, c'est minimum, 100 balles, bon, à part, System.io, ils ont tous des plans d'affiliation, ils se développent tous sur l'affiliation. Tu fais des Mmh. putains de tutos complets avec des vraies formations de A à Z en répondant à toutes les questions qui sont tapées sur Google, tu vas forcément faire de la thune. C'est sûr. Et c'est le genre de truc, ça fait, 3 ans que j'ai l'idée, c'est sur un Evernote. À un moment donné, on avait écrit: «Oui, recruter un stagiaire et le mettre dessus». On l'a jamais fait, tu vois? Mmh mh. Bah, c'est un truc, à un moment donné, si tu recrutes quelqu'un qui a les compétences, tu le formes, tu le lances. Le problème, C'est c'est que c'est ça. des trucs que tu fais jamais parce que ça prend du temps. Former Mmh. quelqu'un, en fait, c'est pas si fluide, c'est pas si limpide. Il faut lui expliquer beaucoup plus de choses que tu penses et cetera. Et donc i c'est des idées de business, si tu veux, qui ont dormi. Et moi, mon rêve là, pour les prochaines années, tu vois? Peut-être je te pose l'idée, toi qui es aussi un extraverti qui a envie de faire 50 milliards de trucs, c'est en fait de réfléchir à quelle est moi ma vraie plus-value et du coup de monter un incubateur. Et donc d'avoir Mmh. des talents autour de moi, avoir un excellent directeur marketing, avoir un excellent, directeur ads, avoir un excellent et avec des gens autour de nous qu'on forme, qu'on monte en compétences, qui eux ont les compétences et derrière n'importe quelle idée à la con, typiquement qui va générer du revenu passif comme sur des niches comme ça en affiliation, bah, putain, tu mets quelqu'un, tu mets une équipe, tu mets des moyens, pouf et puis le truc qui va travailler tout seul de son côté, tu vois? Mmh mh. Ça, c'est un peu mon rêve, mon idylle de monter une espèce de machine à muse parce qu'il y a tellement d'opportunités quand tu commences à te développer sur le net, quand tu commences à les comprendre,
et tu peux pas tout faire. Et tout vouloir les faire, ça serait vraiment une erreur et ça serait contre-productif. Bref, justement, toi, c'est quoi l'objectif? Maintenant que tu as fait, déjà beaucoup de choses, mais tu as toujours, 22 ans, Mmh. qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te motive? Vers quoi on va? Moi, j'ai pas encore ma vision exacte de ce que je voudrais faire, ce que j'aimerais faire dans la vie et cetera. Moi, je sais que, bah, un peu comme tout le monde, tu vois, je veux le bonheur et tout ça, et donc je sais qu'en faisant ce que je fais, je me donne le choix. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure option pour me donner le choix et la réussite, en tout cas, l'indépendance financière, dans le sens où juste, je sais que c'est des termes qui sont pas bullshit, mais qui sont très souvent utilisés, tirés dans tous Très les sens et connoté. cetera. Mmh. Voilà. Moi, je veux juste te dire, en gros, que je suis vraiment à l'aise financièrement et en gros, je vais pas prendre un taf ou je vais pas faire un truc parce que, c'est lié à l'argent. En fait, je veux pas que mon Uniquement choix pour soit le lié à l'argent. paycheck, quoi. Mmh. Voilà, c'est ça. Moi, il faut que ce soit vraiment lié à mon niveau de bonheur, à, l'opportunité, en fait. Si on me propose, d'aller aux États-Unis: «Tin mec, j'ai pas les sous pour partir, je peux pas vendre je peux pas, partir d'appartement, je peux pas m'installer à Los Angeles parce que ça coûte, hyper cher et tout». Beh, si je peux le faire, bah, ce serait incroyable, quoi et donc je veux me donner cette liberté-là. Donc je travaille sur ça, en fait, pour me donner le choix plus tard. Mais a priori, moi, je serais plutôt tenté de faire des projets, plus, dans le dur. Parce que là, j'ai connu genre, j'ai toujours connu le digital, mais j'ai l'impression de beaucoup plus kiffer le fait justement de rencontrer des gens, tu vois? Faire des événements, bah, je vais tester un peu plus cette année, faire ce format-là justement, bah, faire des apéros, des événements. Je sais qu'il y a hormis le fait de faire une, petite, maison entrepreneur, je voulais quand même faire plusieurs événements, en mode conférence, en fait, sur Bordeaux et Mmh. que j'ai pas encore mis en place, mais que je vais essayer de mettre en place et voir si je kiffe, si c'est un truc qui me plaît et je sais que ça, c'est un petit projet que j'ai dans la tête, mais j'aurais bien aimé, lancer un espace de coworking parce que pour moi, c'est le genre, par exemple, de ce genre de business qui reste, comment dire? Tu restes vraiment en lien avec des gens qui restent dans ta thématique, enfin dans ta thématique, dans ton mood dans ton mindset, quoi et donc je pense que c'est un projet qui me pourrait bien me plaire. Ça, ce serait vraiment à court terme, d'ici, je dirais, 3-4 ans et après moyen terme, franchement, j'ai aucune idée. Je pense que ça va répondre ça va être en lien avec les Bah, opportunités qui déjà, vont il y se a un truc présenter. intéressant, c'est que tu as dit court terme, 3-4 ans. La majorité du temps, court terme, ils savent pas ce qu'ils vont manger ce soir. Donc c'est Ouais. déjà intéressant en termes de vision, en termes de vision. Tu penses, du coup, prendre un CDI pour, la stabilité, ce kiff d'un point de vue perso et continuer à développer tes projets, en parallèle? Tu te Mmh. vois plus axé, sur YouTube et l'affiliation, refaire des formations? Qu'est-ce qui te donne envie là? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, là, pour le moment, mon «focus» entre guillemets, c'est, donc faire effet de levier sur ma chaîne YouTube et de me mettre sur le créneau investissement et surtout, finances personnelles, Mmh. et sur le créneau que peu de personnes utilisent. C'est-à-dire, moi, j'ai aucun problème à montrer ce que j'ai parce que j'ai envie de dire: «Bah, voilà, tout le monde qui parle de finances personnelles, maintenant personne montre leurs vraies finances personnelles, quoi. Personne montre, Ouais. ses finances» et du coup, je pense qu'il y a un vrai truc à partager et surtout des trucs tout cons. Je me dis qu'il y a un manque d'éducation où genre, moi on m'a jamais appris à remplir une fiche d'imposition et je ne comprends pas que tu aies pas de ressources claires, limpides sur ça, tu vois? Mais c'est un truc tout Ouais. con. Mais je sais que moi, c'est le genre de contenu que j'aimerais créer parce que, c'est une frustration que j'ai personnellement et je sais que beaucoup de gens l'ont, où ça va être par exemple, comment est-ce que tu gères tes comptes? Mais un truc tout con, tout le monde utilise un compte bancaire, mais personne te dit: «Ben moi, je fais Bah, un virement parce que automatique». personne ne compte, personne ne gère Ouais, ses oui, comptes. c'est Ça, ça. surtout le vrai problème. C'est vrai que peut-être que trop peu de personnes le font et je pense que c'est dommage et donc moi, en fait, j'ai pas envie d'être un bullshit, entrepreneur, tu vois? Où je vais dire, voilà, faire de l'argent, comme ça ou tiens, ce serait bien d'économiser, d'épargner, mais tu dis jamais comment. Donc moi, je voudrais montrer par l'exemple et je pense que, partager par le prisme de mes expériences, de montrer réellement mon compte, c'est ça, mes investissements, c'est ça. J'ai acheté telle action, j'ai acheté tant et tout. Je pense que là où c'est là où j'ai de la valeur et donc, bah, je vais essayer de focus sur ça, prochainement et donc après exploiter les canaux de monétisation classiques, bah, revenus publicitaires, vente de formation, affiliation, tout ça, et puis, bah, ce sera déjà pas mal, hein. Je pense que là, il y Donc a infopreneur, quoi. Tu ouais, c'est t'orientes ça. vraiment là-dessus. OK. C'est ça et toujours en parallèle du coup, développer de manière générale en fait, mon objectif ce serait
moyen terme, du coup, plutôt 10 ans, donc d'ici mes 30 ans à peu près, d'être Fat Fire. Donc Fat Fire, c'est en gros Fire Financially Independent Retire Early, être financièrement indépendant et prendre la retraite rapidement. Donc ça ne veut pas dire que je partirai à la retraite, mais ça veut dire que je le serai. C'est-à-dire que justement, à ce moment-là, à 30 ans, je me serais donné le choix. Bon, bah, c'est bon maintenant. Si j'ai envie de faire autre chose, si j'ai envie de give up, si j'ai envie de partir en Afrique, faire 5 mois de l'humanitaire. bénévolat et tout, voilà, d'humanitaire, je pourrais faire ce que je veux, quoi. Et Fat Fire, en gros, ça veut dire que tu Donc gagnes de à peu près. pouvoir avoir suffisamment de revenus pour pouvoir en vivre, pour C'est pouvoir ça. vivre normalement et payer ton train de vie sans avoir à bosser tous les jours, quoi. Voilà, en fait, le FIRE traditionnel, ça va être aux alentours de 1 000-1 500 € par mois de revenus vraiment passifs. Fat Fire, c'est plutôt aux alentours de 3 000 € par mois. Donc quand j'arriverai à ce stade-là, je me dis: «Waouh, c'est bon, je suis vraiment très, Et très donc à bien». Enfin, travers l'investissement et mmh. l'immobilier et la bourse, c'est l'objectif? Exactement. Là, voilà, l'immobilier, la bourse et peut-être, d'autres actifs, des business en ligne, donc soit en gardant des revenus passifs comme les revenus publicitaires Affiliation YouTube, ou des choses comme ça? affiliation, machin, ou peut-être qu'avec peut-être de l'argent que j'aurai, peut-être que j'aurai acheté des business plus passifs, des SaaS, des choses comme ça et peut-être que ça pourrait tourner, à ce niveau-là ou peut-être qu'il y aura d'autres, plus tard dans 5-10 ans, peut-être qu'il y aura d'autres supports, autres que l'affiliation, autres que les SaaS, qui pourraient être des bons moyens de revenus passifs. Pour le moment, j'en connais pas trop, mais sait-on jamais et voilà, du coup, ce serait ça on va dire un peu mon étoile du Nord. Ce serait plutôt sur 10 ans, vers mes 30 ans, Fat Fire, Et pour me du donner coup, le à choix. Bordeaux, tu as envie de voyager, tu as envie de tester un peu ce truc de nomade digital, ou pas du tout? C'est quoi la vie qui t'attend là? La vie qui m'attend sur les 6 prochains mois, 1 an, on va dire, c'est, si je prends mon CDI sur Bordeaux, alors je resterai sur Bordeaux, il y a des chances que j'achète pour moi en résidence principale, parce que c'est une ville que je kiffe et si j'ai pas mon CDI, il y a des chances que là, je teste le format nomade digital et peut-être 1, 2, 3 ans, à voyager, à tester. Je pense à plein de pays, Asie du Sud-Est, mais aussi, Amérique, États-Unis, Canada, peut-être aussi Afrique, c'est un endroit où personne ne va, mais en fait, je me dis: «Peut-être pourquoi pas là-bas?» Île Maurice, enfin des endroits, vraiment, un peu exotiques, paradisiaques et pas trop les pays froids, ça me tente pas trop. Plutôt pays chauds, et européens, enfin voilà et donc en fonction de en fait, je pense que le CDI va jouer sur ça et après, bah, si je kiffe le fait de voyager, bon, peut-être je voyagerai plus et si je kiffe moins, bah, je reviendrai et je m'installerai et je pense qu'il y a des chances que je m'installerai. Donc si je dois m'installer, ce serait pareil, une région dans la France, lancer un petit business, peut-être espace de coworking, tout ça. Ce serait pour moi un bon plan d'avenir. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? C'est quoi le bonheur pour toi? Là, aujourd'hui, moi, ce qui me rend heureux, c'est, heu, d je pense être intégré dans une communauté. Je pense que c'est ça qui me rend heureux. En fait, alors déjà, pyramide de Maslow, tu vois? Déjà, c'est d'avoir ses besoins primaires, qui soient comblés, tu vois? D'être, au chaud, d'être, bien nourri, tout ça. Mais déjà, juste améliorer la qualité de sa nourriture, ça me rend heureux. Avant, je dépensais un petit peu moins en nourriture. Maintenant, je dépense un peu plus dans de la bonne viande. Bah, déjà, rien que ça, mon niveau de bonheur augmente, tu vois? Ça, c'est logique. Je me fais plus plaisir, ouais, sur la nourriture, mais et du coup, le niveau au-dessus, ça c'est un peu plus l'accomplissement, le fait d'être, intégré socialement, tu vois? Donc via des interactions et pour moi la communauté, c'est quelque chose d'hyper important. Donc c'est-à-dire s'entendre bien avec, les gens avec qui tu discutes. Donc j'ai beaucoup travaillé sur moi sur les 2-3 dernières années sur, comment est-ce que tu peux faire bonne impression? Comment est-ce que tu peux, échanger, comment dire? Tu sais quand tu es timide, échanger les premiers mots avec quelqu'un, c'est hyper compliqué. Bah, comment est-ce que tu fais pour briser la glace? Comment est-ce que tu fais pour créer une discussion intéressante avec les gens, créer une connexion? Et donc ça a été un gros travail sur moi-même et donc je suis content de le faire maintenant et du coup l'espace Je communauté par cherche et exemple, j'ai c'est le aussi bouquin derrière moi, mais je l'ai pas. J'ai de dû Comment se faire offrir des amis de Dale Carnegie, c'est bah, ça? bien sûr, mais j'ai Bien j'ai sûr. j'ai dû l'offrir à un événement quand je suis parti de Thaïlande, je l'ai pas avec moi ici en République dominicaine. Bien sûr, Comment se faire des amis Dale Carnegie, c'est génial. Le livre, c'est le livre vraiment à lire, je l'ai lu, je pense que c'est le premier Faut livre que j'ai lu l'appliquer d'une plein gré. surtout, faut l'appliquer. Ouais, exactement. Enfin, mais en fait, tous les conseils, c'est vraiment que des excellents conseils et c'est le livre pour moi le meilleur livre de développement personnel. Après, j'en ai pas lu beaucoup, je suis pas un très grand lecteur, mais c'est vrai que celui-là était vraiment excellent Mais sinon, j'ai et une les solution géniale pour toi, ça s'appelle La Tribu, clique juste en dessous et rejoins-nous. c'est ça. C'est exactement les valeurs qu'on met en avant et l'important parce que, beh, c'est ce que je suis, en fait. C'est-à-dire que comme Mmh. toi, je me suis rendu compte que je pouvais pas me développer en étant épanoui si j'avais pas des gens autour de moi, si je me sentais pas soutenu, si j'avais pas des gens avec lesquels partager mes doutes, mes peurs, mes envies, mes trucs, mes machins.
Et aussi créer des groupes de travail parfois, ou des groupes de réflexion, des groupes de discussion. On a créé des groupes de parole aussi, tu vois, pour certains sujets à la con, Mmh. mais que ça soit des meufs à la gestion du business, à la gestion de qui on est, ou même tu sais, des questions beaucoup plus sur le thème de l'homme. Qu'est-ce qu'un homme? Mmh. Quel est le rôle d'un homme? Quel est le rôle d'un homme que tu penses que tu dois avoir, etc., etc. Et c'est des choses qui sont aujourd'hui pour moi essentielles, et qu'on on ouvre dans les Mmh. conversations en toute vulnérabilité dans la tribu. Et mais il faudrait que tu nous rejoignes dans tous les cas, Axel. À mon avis, Ouais, tu c'est trouverais cool. ton kiff. C'est-à-dire, voilà, c'est des discussions plus avancées. Je pensais pas que c'était aussi profond, je pensais pas que c'était si deep. Ouf. Après, voilà, tu as des sous-groupes, qui se construisent. Mmh. En termes de moins profond, on a des mecs crypto qui font des investissements sur des mèmes à la con. Bon, ben voilà, ils ont Ouais. un canal Telegram de la tribu et voilà quoi. Mais Mmh. non, non, ouais, j'ai fait des. Bah, si tu veux, moi, j'ai partagé pendant pas mal de temps de façon assez transparent en fait, avec tout ce que je vivais. Donc, ça suit, Mmh tu as mh. beaucoup de sujets de conversation qui suivent un peu le truc de ma vie. Et on a des gens qui ont 20, le plus jeune avait 17 ans, tu vois? De 17 jusqu'à 50 piges. Donc, tu avais des gens qui étaient en reconversion professionnelle, qui avaient des problématiques avec 4 enfants, des trucs, des machins, Ouais. et qui sont des problématiques complètement différentes. Donc, on parle vraiment de tout, ouais, ça dépend vraiment des uns et des autres. Ouais, mais c'est super intéressant parce que du coup, tu te nourris des expériences des autres, des trucs, de Grave. gens, de 50 ans que toi, tu auras jamais vécu et tu dis: «Ah, finalement la vie, elle est courte aussi, il faut aussi profiter». Enfin voilà. C'est quoi la réussite pour toi? Moi, pour le moment, j'ai pas encore de bonne définition de réussite. Je dirais que c'est te sentir épanoui. Je pense que c'est vraiment lié, avec, son soi, intérieur, tu vois? C'est est-ce que tu te sens, complet, comblé, hem, lié aux autres et voilà, parce que la réussite seule, pour moi, doit être partagée donc Hem, tu dois pouvoir le fêter avec, des gens que tu aimes ou avec qui tu es proche ou voilà, enfin, en fait, le fêter, quoi. Le fêter et le fêter seul, c'est pas ouf, même si ce serait incroyable. Moi, j'aimerais tellement pouvoir être, 100 vraiment indépendant, tu vois? Et me dire, D'atteindre bah, ce niveau où tu es heureux tout seul? c'est ça, tu vois? Au niv le pour moi, le niveau où, tu es tout seul, c'est que tu te fais des restos tout seul, tu t'ouvres une bouteille de champagne tout seul, tu dis: «Putain, yes, c'est moi et tout, machin». Ça, ce serait le niveau ultime. Tu aurais besoin de personne, c'est l'indépendance totale. C'est disponible pour toi, tu l'expérimenteras peut-être plus tard, mais c'est Ouais. disponible, sache-le. Mmh. Sache que c'est pas parce que tu es extraverti que tu ne peux pas faire ça. Par contre, ouais, C'est dur. moi, mon expérience en tant qu'extraverti, je prends énormément de kiff à aller au resto tout seul. Je prends Mmh. énormément de kiff à aller au ciné tout seul, par exemple, ou au resto tout seul, vraiment. Par contre, mes moments les plus kiffants restent des moments de partage, Mmh. mais s'autoriser, aller le chercher et expérimenter en tout cas ces moments aussi de solitude quand on est un extraverti, c'est du kiff, c'est du kiff. OK, Merci je en tout vois. cas d'être venu partager avec nous ton meilleur mois, cet accomplissement. Félicitations à toi. Donc pour information, moi j'avais rencontré Axel, effectivement, il faisait rien à l'époque, il Mmh. commençait, à peine, et c'est très cool d'avoir pu suivre, notamment sur Twitter. Il tweet beaucoup. Alors moi j'ai personne sur Twitter et je vais jamais sur Twitter, mais du coup quand je passe, partager son petit tuto, ses petits codes et machin. Il y a cette vraie volonté de partage, de connecter aux autres, de se lier aux autres. Je pense que vous l'avez senti, c'est très dans son caractère. Et de voir évoluer ses projets, de voir aujourd'hui des vrais hits avec une vraie communauté sur YouTube. Ça fait vraiment très plaisir. J'ai eu l'occasion de le revoir du coup dans le Summer Tour. Il était venu nous rencontrer à Bordeaux, et je suis très content de voir des jeunes qui créent quelque chose de différent. Et je suis impatient de voir jusqu'où tu vas aller, ce que tu vas construire, les projets que tu vas développer. Mmh. Donc, grand plaisir de suivre tes aventures, de te retrouver bientôt dans 1 an, dans 2 ans sur ce podcast à nouveau. Mmh. Et merci. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui partager. Mmh. Bah, merci Enzo. En tout cas, c'était un grand plaisir et puis, bah, pareil, moi aussi, j'ai pu voir ton évolution parce que quand on s'était rencontrés, toi aussi, c'était au moment où tu commençais donc Ouais, c'est ouf de voir, l'évolution et en fait, c'est pas si long que ça. En fait, non, tu te dis ça la va vie est vite longue mais internet, hein. tu en quelques années, c'est ça qui est ouf, quoi. C'est vraiment un domaine qui est tellement c'est une industrie qui est tellement particulière, c'est indescriptible et donc c'est Ah, puis tellement plus que fou, l'industrie, on vit aussi dans un monde qui s'est accéléré de ouf, ouais. hein. Mmh. La finance, les crypto-monnaies,
la capacité à faire de l'ads ciblé, à changer littéralement l'e-commerce. L'e-commerce a fait des bonds en avant de fou. Ça a donné des opportunités, ça a ouvert des opportunités de malade. Ça a redistribué beaucoup de cartes quand même. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, là, le pouvoir est beaucoup plus redistribué et tout et puis, impatient aussi de voir, comment, ces projets, enfin tes projets vont se mener, où est-ce qu'ils vont aller et tout et de voir cet incubateur. Maintenant tu en as parlé, va falloir, On le agir. construit tout doucement. Aujourd'hui, ce projet e-commerce qu'on développe autour du million est le premier projet. L'idée est là, la vision est là. On verra. On verra à quelle vitesse on arrive à implémenter nos idées, nos envies, sans se frustrer, en réussissant à faire de la qualité, en étant pérenne. C'est pas mal de contraintes et on avance là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais à tous les jeunes qui nous regardent, qui veulent lancer quelque chose et qui ont peur de le faire? Moi, je dirais, de foncer, de tester. En tout cas, le coût de l'échec, enfin, le coût du risque, il est tellement faible, il est même, gratuit. C'est-à-dire que ça vous coûte rien de tester, de lancer une chaîne YouTube, de créer du contenu. Maintenant, en tout cas, si c'est une activité liée à internet, heu, vous avez aucun enfin, vous devriez avoir aucun blocage parce qu'il y a aucun blocage, physique pour y arriver. Donc, faites-le et en fait, il faut juste du temps. Il faut juste se dire que c'est impossible pour quelqu'un qui met le travail en place et qui fait ça pendant quelques années, que ça ne marche pas. C'est impossible. Enfin, moi, en tout cas, tous ceux que je connais qui ont fait le taf, qui ont fait 1, 2, 3 vidéos par semaine, qui ont créé de la valeur, qui ont répondu, aux gens, tout ça, qui aident les gens, sincèrement, c'est pas possible, quoi. Donc moi, j'ai envie de dire, trouvez un métier qui vous plaît, trouvez une passion et exploitez-la et faites le taf et c'est sûr, ça va marcher. Mais il faut du temps. Voilà, moi, ça a mis, 3-4 ans pour que ce soit vraiment bien, pour que je sois à l'aise et tout ça. Enzo a peut-être un poil plus, je crois, ça fait 5 ans que tu as commencé, non? C'est ça? 5 ans, 2016 que je crée ma structure, ouais. ouais, tu 5 ans et voilà les niveaux dans lesquels tu es, donc je pense qu'il faut quelques années et puis, let's go. Voilà, c'était mon dernier Eh mot. ben, lancez-vous les amis, à vous de vous bouger. Maintenant, bien évidemment, retrouvez le travail d'Alex. On mettra tout ça, Axel, pardon. On mettra tout ça en description. Si vous voulez également, vous former sur toute la partie technique, design, etc. On mettra également les formations d'Axel. Si vous êtes débutant et que vous cherchez à développer des compétences sur Internet, c'est le premier moyen de gagner le plus facilement votre vie. C'est de vendre votre temps, c'est de devenir freelance sur des points très précis. Il y a toujours des besoins en design, en vidéo, en développement. Donc allez-y, formez-vous, développez une compétence supplémentaire qui vous permettra de gagner un petit peu plus d'argent tous les mois et peut-être d'ouvrir des passions surtout. C'est ça qui est important. Axel, merci beaucoup. À bientôt dans de prochaines aventures. Merci à toi de venir partager avec nous. À ciao tout le monde. Ciao tout le monde.